brièvement, avant de passer la parole à Pablo, vous redire que l'idée du ciné-club, qu'on est dans un moment de basculement, c'est une séance inaugurale. L'idée du ciné-club, au départ, a toujours été fondée, on répétait, sur l'idée d'une rencontre, de la rencontre, de rencontre au départ entre cinéma et psychanalyse, entre le regard d'un chercheur et une œuvre filmique, entre nous, donc entre un regard subjectif et un regard collectif autour d'une œuvre cinématographique et du cinéma. Et là, il se trouve que c'est par une rencontre, deux rencontres en l'occurrence, d'ailleurs autour d'un château, cette rencontre, Cerisy, que est venue cette idée de progressivement de modifier le ciné-club en une forme de séminaire ciné-club, donc avec Dominique Méli, ici présent, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS, Pablo Darelli, qui est psychologue et docteur en psychopathologie et psychanalyse, et donc rencontre là, entre nous trois déjà, entre la psychanalyse et la sociologie, et entre deux objets de recherche, la domination, qui est une partie importante, je crois, des travaux de Dominique Méli, et le pouvoir de mon côté. Voilà, donc la séance, avec cette idée, un séminaire, donc ça veut dire que la séance va se dérouler à peu près de la manière suivante. Je vais passer la parole à Pablo, qui a travaillé beaucoup sur le cinéma, et notamment sur les œuvres filmiques comme pouvant venir réfléchir à quelque chose du sociétal et de la psyché, si je traduis bien de manière très condensée. Donc il y a quelque chose qui fait vraiment bien, là, je ne sais pas, là, les trois regards qu'on va essayer de porter. Ensuite, moi j'essaierai de parler 20 minutes, au bout d'une demi-heure on me coupe, parce que l'idée c'est que vous puissiez, vous, aussi intervenir. C'est vraiment l'idée du séminaire. Dominique rebondira et on verra sur la salle. La fois prochaine, ça sera un film qui concerne plus directement les travaux de Dominique Méli, donc ça sera Whiplash, on s'arrêter là-dessus, de Damien Chazelle, et on inversera voilà, le déroulé. Donc je passe tout de suite la parole à Pablo. Merci Dimitri, merci encore d'être venu. Dans la division de travail que nous sommes organisés pour ce fonctionnement du séminaire, il me revient quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire, c'est-à-dire de mettre le film en contexte et de vous parler un petit peu de la forme, de la structure formelle du film. C'est des éléments que je pense sont les plus essentiels pour qu'on puisse faire des analyses filmiques étayées. Et je donc laisse les questions plus conceptuelles à mes deux collègues. Je vais faire quelque chose de très rapide, je vais rappeler quelques éléments de l'histoire de ce film qui sont probablement familiers mais qui sont très importants. Puis je vais faire quelques commentaires sur la structure de ce qu'on vient de voir. Et puis je passe la parole à Dimitri et à Dominique. Donc très rapidement, pour retenir quelque chose d'assez important par rapport à Citizen Kane, c'est probablement un film totalement unique dans l'histoire du cinéma. Pour une raison très claire, je pense que c'est probablement le seul film d'auteur au sens propre du terme fait dans le système de studios de Hollywood à l'époque justement où ce système de studio était le plus puissant. C'est un peu difficile d'ailleurs de remettre le film dans le contexte parce que beaucoup des inventions formelles, beaucoup de la liberté de tonalité de ce film aujourd'hui nous sont devenues un peu habituelles. Mais il suffit de penser à un autre film qui est sorti un an auparavant pour voir combien il était original, combien il était nouveau. Bon, rappelez-vous très rapidement à l'esprit Casablanca, qui date de 1940, alors que Citizen Kane date de 1941. C'est un très bon contrepoint, un très bon film d'ailleurs du Hollywood classique, mais qui respecte toutes les règles habituelles, narratives, esthétiques du cinéma, du système des studios, qui respecte surtout ces trois principes de base, unité de lieu, unité d'action et unité de temps. Citizen Kane va exploser toutes ces règles. Pourquoi ce film a été si libre? Donc c'est important de rappeler ça. Et il s'est fait dans un contexte très spécifique. Orson Welles avait 25 ans quand il a fait ce film. Il était un petit prodige de la radio et du théâtre à New York. Donc vous avez sans doute tous à l'esprit la célèbre affaire de la guerre des mondes. Donc pendant une émission de radio, Welles avait organisé les choses de façon et c'était une adaptation théâtrale, pour ainsi dire, avec Mercury Theatre du livre de H.G. Wells, donc La guerre des mondes, avec une invasion extraterrestre de la Terre.
Donc il s'est organisé de façon à ce que les débuts de cette émission soient faits sous forme d'infos, de journal, de radio, et tombant pile au moment d'une interruption publicitaire d'une autre chaîne radio qui était la plus populaire de l'époque. Donc en sachant que les gens allaient probablement zapper, chose qu'on faisait déjà à la radio, et qu'ils allaient tomber sur cette émission comme c'était un journal radio. Et donc beaucoup de gens se sont affolés en se disant qu'il y avait effectivement une invasion extraterrestre, et donc on commençait à appeler leur famille pour dire au revoir, etc. Donc ça a causé toute une commotion à New York, à tel point que Wells a dû faire une conférence de presse par la suite pour s'excuser, pour dire que ce n'était pas son intention de faire peur aux gens. Donc sur ça et sur plusieurs succès de ces pièces, dont Voodoo Hamlet ou Voodoo Macbeth, qu'il avait mis en scène dans les théâtres, Mercury Théâtre à New York, il était devenu une figure médiatique très importante. Et donc la RKO, qui était donc, une des 5 grands majors de l'époque, décide de le faire venir à Hollywood, comme il faisait avec beaucoup de talents littéraires de l'époque, théâtraux. Donc ils essayent de faire venir à Wells, mais Wells n'a pas envie d'aller à Hollywood, il ne s'intéresse pas énormément au cinéma, et donc il leur dit non, il continue dans ce terrain. Et donc il continue d'essayer de lire Wells à un tel point qu'on lui offre le meilleur contrat jamais offert à un réalisateur dans l'histoire du cinéma. On lui donne liberté totale. La RKO lui dit on finance et c'est tout ce qu'on fait. On ne va pas regarder les rushs, donc les tournages quotidiens, on ne va pas interférer avec l'histoire, on ne va pas vous dire ce que vous pouvez ou pas filmer, vous faites ce que vous voulez, on va juste financer. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant, et probablement ne s'était jamais plus fait par la suite. D'où le fait que Wells a pu inventer beaucoup de choses, beaucoup de procédés, tester beaucoup de choses, changer totalement la formule narrative, se basant sur ses expériences théâtrales et sur ce qu'il croyait devrait être le cinéma. Alors, libre mais pas totalement, c'est juste une petite remarque, il y avait quand même une certaine limite budgétaire et Wells devrait quand même respecter le Hays Code, donc le code de production qui était un code moral auto-imposé par les studios hollywoodiens. Notamment la scène de la fête, par exemple, la fête où il célèbre le fait qu'il a acheté l'équipe du journal concurrent, était au départ, elle se passait dans un bordel. Il y avait clairement une prostituée, des prostituées et la tenancière du bordel qui était partie de la scène. Ça a dû être coupé parce que ça n'était pas acceptable vis-à-vis du code Hays. De la même façon, le premier projet que Wells a proposé quand il était à Hollywood n'était pas Citizen Kane, était une adaptation de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, pour lequel il a fait quelques essais d'ailleurs de caméra et qui a été refusé parce que trop bizarre. L'idée de Wells c'était de faire tous les films en caméra subjectif, donc le narrateur ne s'est jamais vu. Tout ce qui raconterait l'histoire était serré à la caméra, chose qu'on retrouve un peu dans Citizen Kane, de façon un peu adoucie, mais très clairement présente dans la structure narrative. L'autre question était que c'était le budget initial pour le film, l'adaptation de Joseph Conrad était de $1 million, une somme astronomique pour l'époque. Donc la RKO lui a dit on fait tout ce que vous voulez, mais pas autant que ça. Et donc il a fait à la place Citizen Kane. Et comme Wells le dit dans un entretien des années 60 pour la BBC, est un film essai. C'est-à-dire qu'il est parti d'une idée et puis il a trouvé le récit pour illustrer cette idée. Wells voulait faire un film contre un certain type de plutocratie de l'époque, contre un certain type de magnates de l'époque, une certaine logique culturelle, une logique de l'acquisition, la logique qu'on pourrait appeler aujourd'hui du consumérisme. Et à partir de cette idée, il va enclencher sur le portrait de cet homme, Charles Foster Kane, qui est fondamentalement modelé d'après le magnat de la presse américain William Randolph Hearst. Tellement modelé que certains éléments des histoires, des anecdotes qui étaient bien connues de la vie de Hearst sont transposés presque telles quelles dans Citizen Kane. Ce qui a provoqué d'ailleurs quelque chose autour du film qui est assez important à mentionner, qui est la guerre pour la production et la diffusion de Citizen Kane. Hearst, à l'époque, vivait exactement comme Kane, dans sa mention qu'il appelait The Ranch. D'ailleurs, il y a un petit renvoi à ça dans les noms du club de Susan Alexander, qui est le Rancho.
Donc il vivait dans sa propriété qui était exactement comme Xanadu, un truc totalement fou. Et il contrôlait un petit peu, il avait déjà perdu ses journaux comme Kane après la bonne partie de ses journaux après la crise des 29, mais il contrôlait surtout la presse la presse people, comme on dirait aujourd'hui. Notamment avec Noëlla Parsons, qui était une des chroniqueuses des ragots de Hollywood la plus puissante. Et donc, comme il commence à travailler dans les films, il a à plusieurs reprises, Hearst essaye de bloquer les films, de l'empêcher de se faire, va même jusqu'à empêcher, à menacer les cinémas qui étaient associés à son ancien empire, de ne plus faire de publicité, de ne plus faire de publicité des groupes de distribution si diffusait Citizen Kane, à tel point que la RKO, pour faire la première du film, va acheter un théâtre et aller transformer dans une salle de cinéma. Mais bon, tout ça, je passe très rapidement, juste pour situer cette question de la bataille de ego qui se cristallise dans Citizen Kane entre Wells et William Randolph Hearst. Étant donné ces questions de contexte de production, etc., je voulais juste faire quelques observations sur la structure du film, en soulignant l'originalité. Donc d'abord, parlons un petit peu de la structure temporelle, la structure narrative du film. Donc je vous ai dit unité de temps, unité des lieux, unité d'action. C'est la règle aristotélicienne du drame qui était parfaitement respectée dans le style hollywoodien classique. Donc l'idée, c'est fondamentalement que les séquences suivent une chronologie linéaire, chacune est un peu la conséquence logique de l'autre, et qu'on a un conflit, un certain nombre d'acteurs, on présente le conflit, on va amener à la résolution du conflit, ça se passe dans un espace de temps plus ou moins circonscrit, ça peut être un peu plus long, plus court, mais le temps est toujours linéaire et on suit une seule ligne narrative. Avec Citizen Kane, ça va être totalement éclaté et on a, si on veut schématiser, deux grandes lignes temporelles. On a une première chronologie diégétique qui est celle de l'enquête de ces journalistes autour de Rosebud, c'est énorme, McGuffin, et qui va être elle linéaire, d'accord, je suis d'accord. Qui va être elle-même linéaire, qui va commencer quelques jours après la mort de Kane et qui va se dérouler sur quelques jours, où il va donc interviewer des personnes qui ont connu Kane. Et les films, le gros du film va se structurer autour de 5 grands flashbacks. Donc un procédé qui était déjà utilisé à l'époque, mais très peu utilisé de l'époque, et qui surtout était toujours signifié par des procédés intradiégétiques comme le flou, ou la fumée, ou des cartons qui indiquent le temps d'année avant, etc. Rien de ces indications ne sont présentes dans Citizen Kane. Les transitions sont brutales dans un certain sens pour les spectateurs de l'époque. Il n'y a rien qui vous indique que vous êtes très venu dans les temps à une telle époque, vous avez avancé dans les temps, etc. Il fait cette espèce de récit en zigzag, un peu suivant les temps de la mémoire du protagoniste qui met en scène. Donc c'est des allers-retours. Et donc, sous-jacent ou soutenant cette chronologie linéaire de l'enquête, on a une chronologie en aller-retour basée sur des souvenirs de chacun des personnes qui vont être interviewées pour découvrir ce qui était Rosebud et qui était Kane. Ces souvenirs, ces flashbacks eux-mêmes, ils ont des zones où ils se regroupent. Donc leur temporalité n'est pas non plus linéaire, même si elle est plus ou moins linéaire. Il y a des points où on revient sur les mêmes événements, sur les mêmes périodes, à partir du point de vue de chacun des personnages. Donc, on voit par exemple la première de l'opéra 2 fois. On voit la première fois du côté de Leland, en parlant justement de la rupture avec Kane, et une autre fois à partir du point de vue de Susan Alexander, qui était donc dans ces mouvements dans cette relation d'emprise avec Kane, où elle est en train de la transformer dans une grande chanteuse d'opéra. Petite observation que je vais sans doute relever, c'est très intéressant quand ils sortent du mariage et qu'ils sont que la presse vient leur demander ce qui était leur avenir, Kane dit nous allons être une grande chanteuse d'opéra. Mais bon, ça c'est juste une observation que je vais laisser mes collègues développer, juste pour situer ça. D'autres questions très intéressantes sur Kane, je vais juste parler de 2 aspects formels très importants. Le premier, c'est la question de la profondeur de champ. Wells disait beaucoup de ces innovations ont été un peu l'effet de ma naïveté. Je ne savais pas ce qu'on pouvait ou pas faire avec une caméra, et donc je tentais, je voulais faire ça, je avais ça comme idée. Et il est tombé sur un excellent chef opérateur qui était Craig Tolan, qui partage avec lui d'ailleurs les derniers cartons du générique.
ce qui indique l'importance que Toland a eu pour Wells, et qui a dit à Wells un jour où il essayait de faire un plan et qui lui a dit non, ça ne va pas marcher comme ça, on ne peut pas passer la caméra, etc. Il a dit écoute, prends une pause, pendant 2 jours je vais t'expliquer comment ça fonctionne la caméra, il n'y a rien que tu ne puisses pas comprendre, puis on va y venir, et on va inventer des choses. Et dans ce processus, ils ont même fait fabriquer des lentilles spéciales, parce qu'il y a quelque chose que Wells voulait, c'est que tout soit focalisé dans le plan. Si vous pensez par exemple le plan, c'est ma séquence préférée je pense, où il va partir. La première fois qu'il rencontre Thatcher, et donc il est dans la neige devant le chalet de ses parents, il rencontre cet avocat qui va devenir son tuteur. Ces dialogues entre les 4 personnages se passent à tous les niveaux du plan. Donc au premier plan, on a Thatcher, Kane et la mère de Kane, et en arrière-plan, on a son père. Ils sont tous à bonne distance focale, on les voit tous très clairement. Dans les films de cette époque, normalement, c'était le plan était focalisé ou le plan arrière était focalisé, ce qui détermine déjà son centre d'attention, le centre d'attention du spectateur. Et la dernière observation que je voulais faire de fin, il y a beaucoup de choses à retenir avec Kane, mais je ne veux pas m'attarder trop, on vient de le voir, et l'utilisation justement de la bande son. Je pense qu'elle est absolument brillante. Il y a quelque chose qui fait très bien, c'est le dialogue entrecoupé. Dans la règle narrative de cette époque aussi, un personnage parlait, l'autre personnage répondait, tout était parfaitement propre pour que nous puissions comprendre le dialogue. Vous avez dû remarquer combien Kane surtout coupe la parole de tout le monde, mais combien les personnages séparent les uns sur les autres, et combien les dialogues traversent d'une séquence à l'autre. J'utilise ça comme des visions, comme il fait avec le fondu enchaîné, c'est-à-dire que les plans se mélangent entre différents temps, comme s'il mélangeait le temps de la mémoire et le temps présent. Ça se fait, il fait ça aussi avec le dialogue qui traverse d'une séquence à l'autre et qui crée une liaison. De la même façon, il utilise beaucoup le son pour créer un hors-champ qui se manifeste dans la scène. Il y a plusieurs scènes où on peut repérer ça, mais c'est très clair dans la scène de dispute pendant les pique-niques avec Susan Alexander. Après qu'il la gifle, on entend dans les sons de fond un cri d'une femme. La musique s'arrête et une femme crie, comme c'était le cri de Susan Alexander, qui elle ne crie pas. Donc c'est quelque chose qui fait participer les hors-champs, il fait travailler les hors-champs de façon significative et en résonance avec les scènes. Et un dernier élément intéressant dans l'utilisation de la musique, c'est combien il utilise peu de la musique pour souligner la tonalité émotionnelle des scènes. La musique n'est pas là, comme elle est dans la plupart des films classiques hollywoodiens, pour indiquer au spectateur ce qu'on doit ressentir. Et surtout dans les moments les plus émotionnellement chargés du film, normalement, il n'y a pas de musique. On a du silence dans ces scènes-là. Donc ça, ce sont des éléments très importants dans la mise en scène de King qui font un peu l'originalité et l'importance du film. Tout ça, ça m'amène à une dernière qui est la question du point de vue que le film constitue. C'est quelque chose qui était très important pour Wells. Donc, il a une idée, il est en train de raconter l'histoire de ces magnates de la presse, sur lequel il a un avis assez tranché, c'est clair, assez ironique, mais il garde une espèce de distance, il garde une ouverture de signification pour que le spectateur puisse approcher ses récits à sa propre façon. Et c'est incarné d'une certaine façon par le personnage de Thompson, dont on entreaperçoit le visage une seule fois. Sinon on le voit toujours dans la pénombre, il n'est jamais défini, le reporter. Et la plupart des caméras subjectives sont posées juste à côté de Thompson. Donc, quand on est dans une interview, c'est comme si on l'accompagnait dans son enquête. Donc, il incarne un petit peu le véhicule du spectateur dans les films. Mais il y a un décalage par rapport à la véritable position du spectateur à l'intérieur de cette diégèse. Parce que le véritable centre d'identification dans Kane est la caméra. Et c'est un film qui ne cache pas le travail de caméra. Au contraire, il nous affiche les mouvements des caméras, l'organisation des plans, etc. Et c'est là où il est le plus radicalement original par rapport au Hollywood classique, où on était dans la logique de la caméra invisible, l'effet de réalité, donc cette idée qu'on regarde les choses à travers une fenêtre. C'est une œuvre d'art qui s'assume comme telle et qui vous affiche les éléments de construction de son discours. Et je pense que c'est ça, là où vraiment on peut dire que c'est sans doute un film d'auteur, comme je pense qu'on a pu, peut-être que quelqu'un connaît mieux des exemples de contrats ou des structures de production possibles comme ça. Je pense que même dans la nouvelle Hollywood, ils ont cherché à établir cette itération avec le studio et jamais à réussir. C'est pour cela qu'ils sont devenus des producteurs indépendants pour la plupart, comme Coppola pour Apocalypse Now.
Donc voilà, c'était juste une introduction en termes de contexte, en termes de structure narrative, structure visuelle du film, qui donne des éléments que je sais mes collègues vont explorer par la suite d'un point de vue plus conceptuel, et à partir duquel j'espère on pourra dialoguer. Okay. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Pablo, pour cet exposé très riche et qui permet une bonne entrée en matière pour rebondir directement sur ce qui vient d'être dit par Pablo. La caméra, d'ailleurs, le regard de la caméra, l'œil de la caméra est omniscient. Il pénètre absolument partout. Il permet des travelling qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent, comme le célèbre travelling qui traverse la verrière, le toit du ranch, du bar, comment il s'appelle, Suzanne Alexander, Kane, mais c'est aussi lui qui nous fait voir ce que le journaliste cherche et ne trouve pas. Nous savons. Voilà, nous savons, c'est le spectateur qui devient omniscient par la caméra, par le regard de la caméra, il devient omniscient. Alors, bon, le film comme notre objet sont de fait un peu énormes, assez intimidants, donc il va falloir trancher, il va falloir être tout à fait elliptique. Et comme c'est une séance inaugurale, il va aussi falloir poser un certain nombre de bases de réflexion, dont des bases définitionnelles. Voilà, première question, pourquoi ce film? Bon, d'abord, effectivement, parce qu'il est considéré, d'une part, plutôt parce qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, un chef-d'œuvre des films d'auteur, avec ce statut tout à fait exceptionnel dont vient de parler Pablo, mais aussi pour cette séance inaugurale, parce que précisément, c'est un film qui est un portrait du pouvoir. Je dirais plus précisément, c'est le portrait du pouvoir subjectivé. Je pense que c'est vraiment une lecture qu'on peut lui donner, c'est évidemment pas la seule, hein. On a suffisamment parlé ici, il y a une infinité de lectures possibles lorsqu'on fait face à une œuvre, mais c'est celle-ci que je vous propose en tout cas. Alors, du coup, ça me porte, je dis tout de suite pouvoir subjectivé, ça me porte à devoir définir un petit peu ce que j'entends par pouvoir, plus précisément ce que j'entends par rapport de pouvoir. Ce que j'entends par rapport de pouvoir, déjà, ça n'est pas le pouvoir de, c'est ce qui est du côté du pouvoir sur. Et ça, c'est la première définition tout à fait importante. D'autre part, il faudrait, on ne va pas le faire maintenant, mais je le dépose, il faudrait probablement différencier ce qu'on pourrait appeler les différents régimes de la domination. Les différents régimes de la domination, à savoir que l'autorité, la puissance et le pouvoir ne sont pas la même chose et pourtant sont employés la plupart du temps comme des synonymes. Ça, c'est quelque chose que Arendt notait. Ce que je vais vous proposer là, c'est de définir le rapport de pouvoir. On aura certainement l'opportunité de revenir plus tard sur la question de l'autorité, sur la question de la puissance. Je pense plus tard dans le séminaire et peut-être un peu plus tard aujourd'hui du côté de la puissance. Je vous en dirai peut-être quelque chose. Ce que j'entends en tout cas, moi, par rapport de pouvoir, je vous en donne une première définition, c'est la chose suivante. Déjà, c'est le pouvoir de l'un, c'est le pouvoir d'un sujet sur un autre sujet ou d'autres sujets. Et j'entends par rapport de pouvoir un rapport qui vise à faire régner le désir et l'image du prétendant au pouvoir. Et qui, de ce fait, du fait de ce règne, tente ainsi à désubjectiver celui ou ceux qui le subissent. Qu'est-ce que j'entends par désubjectiver? Ce que j'entends par désubjectiver, c'est tend à nier, dans une plus ou moins grande mesure, ce qui constitue l'autre comme un sujet libre, digne, pensant et désirant, c'est-à-dire porteur d'une pensée et d'un désir propre. Donc ce délit de reconnaissance, il peut être processuel, produire de manière durable des effets, plus ou moins aigus, de souffrance et de désubjectivation ou d'entrave au processus de subjectivation, disons très simplement, à la réalisation de soi. Ce que j'appelle rapport de pouvoir, c'est quelque chose de commun. Les rapports de pouvoir sont communs. Ils ne se circonscrivent ni à la politique, ni aux institutions. Ils traversent la vie quotidienne, dans les histoires de couple, d'amitié, de parents et d'enfants, et inversement. Et je crois que ça, le film le montre très très bien. À la fois, on traverse la politique, on traverse la presse, on traverse toutes ces choses-là, mais on est aussi dans les rapports amicaux, dans les rapports amoureux, enfin, ça traverse tous les champs, pour le
disais, dans les histoires de couple, d'amitié, de parents et d'enfants et inversement, et se caractérise également, ça c'est un point tout à fait important, par une mise en échec de l'éros. C'est-à-dire, pour le dire simplement, de l'amour dans le sens d'une construction d'un lien enrichissant, disons précisément subjectivant, pour chacun. Donc ainsi, le rapport de pouvoir génère-t-il à minima et communément de la souffrance comme une mise à mal du vivre ensemble, du politique, jusqu'à pouvoir être la source et le moteur de conflits infiniment plus destructeurs. Donc vous entendez qu'il y a d'emblée dans cette idée d'un rapport de pouvoir une dimension économique. Donc je résume très brièvement, je dirais qu'il y a 4 points. Aujourd'hui on va dire 3 plus 1. Je vous dirai après pourquoi le plus 1. 3 points qui caractérisent le rapport de pouvoir. 1. Le règne du désir et de l'image du prétendant au pouvoir, de l'un avec un U majuscule. 2. Une dimension de désubjectivation de l'autre, une dimension intrinsèquement altéricide. 3. Et conséquemment, une mise en échec de l'éros, une mise en échec de l'éros qui est porteur de paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut considérer que cet éros, on peut s'en nourrir autant que le mettre à mal. Je vais être un peu plus clair plus loin. Et le 3e et 4e point, pourquoi je dis 3e et 4e point? Parce qu'il est très peu développé dans le film, donc on va très peu le développer ici, mais comme c'est une des dimensions essentielles de ce que je définis comme étant un rapport de pouvoir, je veux quand même le nommer. Ce qui fait système dans les rapports de pouvoir, c'est aussi qu'il repose, lorsqu'il n'y a pas de contraintes matérielles notables, autrement dit, lorsqu'on ne vous met pas un flingue sur la tempe, il repose aussi sur des enjeux de servitude volontaire. Comme le disait la Boétie, et ce que je suis enclin à soutenir, c'est qu'il y a aussi des enjeux de servitude volontaire inconscient. Ça existe. Voilà. Bon, je laisse ça en suspens, c'était simplement pour le définir comme premier point. Alors, pour revenir sur ce que je disais, sur cet appui, sur cette mise en échec de l'éros, et en même temps le fait que le pouvoir s'en nourrit, je vais vous proposer une des définitions que donne Marie-Josée Monzin, qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'image, sur laquelle dont je me suis beaucoup inspiré. Une de ces définitions du pouvoir, la voici. Le pouvoir absolu tend vers l'anéantissement de l'autre, de son faible. Mais cet anéantissement confronte celui qui l'exerce à la disparition de cette impuissance sur laquelle repose son pouvoir. Donc le pouvoir est toujours aussi une politique de la vie et de la reproduction de la vie, afin d'assurer le renouvellement de ce dont le pouvoir se nourrit, et qui est le spectacle de sa domination. Ce dont le spectacle se nourrit est le spectacle de sa domination, nous dit Marie-Josée Monzin. Je pense que c'est une définition extrêmement juste, et on voit pointer évidemment la dimension fondamentale du narcissisme dans le pouvoir. Mais on voit aussi dans cette, on va y revenir, on voit aussi dans cette définition quelque chose qui est très bien traduit à l'écran dans tout ce qui va se passer entre Kane et Suzanne. À quel point il la désubjective, à quel point il l'instrumentalise, mais à quel moment est-ce qu'il arrête? Il arrête au moment où elle a, d'une certaine manière, porté le geste suicidaire dans le réel, le geste qui vient consacrer ce que lui ne cessait de faire dans le symbolique, à savoir de la désubjectiver. C'est à ce moment-là qu'il arrête, parce qu'il sent bien qu'il va la perdre, et avec il va perdre son pouvoir. Il va perdre le pouvoir, d'ailleurs, de la seule personne avec laquelle il est encore en contact à l'époque. Ce qui nous amènera vers la question de la solitude aussi du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire brièvement d'un point de vue psychanalytique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire, là, ici très brièvement, des mécanismes psychiques structuraux, je dirais structuraux dans le sens qui sont susceptibles de traverser tout un chacun, qui fondent cette propension au rapport de pouvoir. Alors, la première chose qu'on peut dire, d'un point de vue, je dirais presque, de l'orthodoxie psychanalytique, quand on commence par l'orthodoxie psychanalytique, on commence par la pulsion. C'est qu'il y a bien une Machttrieb, une pulsion de pouvoir. Freud a bien parlé, à un moment donné, d'une Machttrieb. Et Paul Assoun a repris cette notion pour essayer de l'exhumer, parce qu'elle est ici et là dans l'œuvre freudienne. Alors, pour dire quoi? Pour dire que s'il y a bien une pulsion de pouvoir, c'est pas une pulsion fondamentale. C'est pas une pulsion fondamentale comme la pulsion sexuelle, comme la pulsion de vie, la pulsion de mort ensuite. Ça serait une pulsion composite.
De quoi est-elle composée, cette pulsion de pouvoir? Elle est composée de la pulsion d'emprise, de la pulsion de destruction, ou pulsion de mort, et des pulsions du moi. Les pulsions du moi, autrement dit, du narcissisme. Je laisse ça en suspens, j'y reviens juste après. À ça, il faut ajouter deux choses assez fondamentales. Elle s'articule au forçage de la castration. Alors, au forçage de la castration et un certain rapport au phallus. On pourrait dire une forme de phallus-centrisme, sans mauvais jeu de mots. Alors, je définis, je pense que tout le monde n'est pas forcément pris dans une connaissance psychanalytique, donc je définis très brièvement, très rapidement ce que c'est que la castration, parce que c'est une problématique immense dans la psychanalyse. La castration, c'est ce qui nous permet d'élaborer la séparation nécessaire vis-à-vis du vœu incestuel, du vœu incestuel dont nous sommes tous porteurs. Ce vœu incestuel, il faut l'entendre aussi comme étant porté par le fait qu'on a tous des traces de moments vécus, chez le tout petit, de moments vécus de complétude avec le premier objet d'amour. Et que une autre manière, dans cette lignée, de définir ce que ça serait que l'élaboration de la castration, l'élaboration de la castration, ça serait pouvoir renoncer à un certain rapport à la totalité, un certain rapport à l'absolu, à une certaine dialectique du tout dans l'un et de l'un dans le tout. C'est ça le phallus. Le phallus imaginaire, c'est l'un dans le tout et le tout dans l'un, précisément. Cette idée de phallucentrisme, à savoir, dans le pouvoir, le fait que, comme Lacan disait, sceptre et phallus coïncident. Le sceptre vient évidemment symboliser le phallus imaginaire, c'est-à-dire cette dialectique du tout dans l'un et de l'un dans le tout. Donc je disais, pulsion de pouvoir qui est composite, pulsion d'emprise, pulsion de destruction, pulsion du moi, à savoir le narcissisme. Le problème avec le narcissisme dans la psychanalyse, c'est que, ok, de quel narcissisme parle-t-on? Parce que le narcissisme, déjà c'est un vaste bordel, excusez-moi, dans la psychanalyse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le narcissisme, c'est protéiforme, c'est extrêmement protéiforme, c'est très complexe le narcissisme. Et ça a une positivité, indubitablement. On en parle de manière commune comme étant quelque chose d'exclusivement péjoratif. Il faut rappeler que le narcissisme, c'est absolument vital. Sans narcissisme, on crève. Il y a une grande pathologie qui s'appelle la mélancolie, où précisément on a le narcissisme dans les chaussettes, où la libido s'exude au dernier degré. Donc la question qui se pose derrière, c'est, très bien, on parle dans cette pulsion de pouvoir, on va sortir un petit peu simplement d'un enjeu pulsionnel, on parle de la question du narcissisme, et on voit bien que dans la question du pouvoir, la question du narcissisme est centrale. Donc la question que je vous propose de considérer, c'est très bien, de quel narcissisme parle-t-on? Ma thèse, ça serait de dire que le narcissisme dont on parle, c'est précisément le narcissisme de sa majesté d'enfant, comme le nommait Freud, à savoir le narcissisme primaire. Qu'est-ce que ça serait, le narcissisme primaire? Je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'on pourrait aller... Bon. Le narcissisme primaire, c'est ce qui est corrélatif d'une première ébauche d'unification du moi, corrélatif d'une première reconnaissance de soi, d'une première reconnaissance de soi dans le regard de l'autre, avant d'être dans le miroir. Dans le regard de l'autre, et le premier autre, généralement, c'est la mère. Le premier miroir de l'être, généralement, c'est la mère ou l'environnement immédiat. Par quoi il est caractérisé, ce narcissisme primaire? Ce narcissisme primaire, il est caractérisé par un moi idéal, c'est-à-dire une image de soi qui est du côté du sublime, qui est du côté de la perfection, du côté de ce regard extrêmement désirant, fort, du côté maternel, lorsque ça se passe bien, dirait Winnicott. Donc, moi idéal. Deuxième chose, il est caractérisé par un rapport à la toute-puissance. C'est un moi idéal d'ailleurs qu'on qualifie souvent de tout-puissant, et quand je dis il est caractérisé, il est lié à la question de la toute-puissance, il faudrait dire plus encore de la toute-puissance du désir, plutôt que de la toute-puissance du fantasme. Je pense qu'il est tout à fait important de séparer la toute-puissance du désir de la toute-puissance du fantasme, et de considérer que dans la toute-puissance, il y a aussi une positivité. Pareil, quand on travaille avec le milieu éducatif, on entend tout le temps cette question de la toute-puissance comme étant du côté de la négativité. Elle a aussi une positivité, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est ce qui soutient la croyance, notamment. Et quand on a des crises de foi, on est aussi à terre. Donc, je dirais, c'est vraiment lié à la toute-puissance du désir, c'est-à-dire un besoin que son désir soit tout-puissant et puisse s'actualiser dans le réel comme tel. Voilà, deuxième dimension. Troisième dimension, précisément, la question du narcissisme primaire est très proche du
phallus et du phallus imaginaire dont on vient de parler. Alors, allons-y, c'est-à-dire en quoi tout ce que je viens de dire, avait pour but de poser un peu les bases d'un travail de réflexion qui se poursuivra plus tard, comment est-ce que ça rencontre le film? Je crois qu'on a déjà des idées. De quelle manière est-ce que ça rencontre le film? On pourrait commencer par justement l'affiche. Alors, voilà, c'est justement le choix que Pablo avait fait au niveau de l'affiche, l'affiche que Pablo a choisie, que vous avez donc tous reçue, pour le coup, vient illustrer à quel point la question du pouvoir a à voir avec la question du règne, du désir et de l'image de l'un, et renvoie à ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire un moi idéal, un moi grandiose, porteur de toute puissance. This state who entered upon this campaign with one purpose only, to point out and make public the dishonesty, the downright villainy of boss Jim W. Geddes' political machine, now in complete control of the government of this state. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Bon, vous voyez à quel point, ce dont on parlait tout à l'heure aussi avec la citation de Marie-Josée Monzin, c'est-à-dire que le pouvoir se nourrit du spectacle de sa domination. Il s'en nourrit, c'est-à-dire que à la fois c'est sa nourriture, c'est ce qui le porte à éprouver son sentiment de complétude, et à la fois c'est un moyen. C'est-à-dire que c'est par le spectacle, c'est par l'imaginaire qu'on assoit un pouvoir sur les subjectivités. Contrairement par exemple à l'autorité. L'autorité compose beaucoup plus avec l'invisible. Le pouvoir, il ne peut pas faire sans visibilité. Il est absolument dépendant d'un rapport à la visibilité. Et c'est là où on voit aussi tout son rapport au narcissisme. Bon, donc ça c'est des choses, il y a pléthore d'exemples, cet exemple-là me semble être le plus éloquent, mais il y a aussi la manière dont il personnalise évidemment le journal, et même lorsqu'il fait cette très belle chose qui est cette profession de foi, il y a Jedediah qui lui dit « mais ça fait 2 fois je là ». Bon, tout ça est tout de suite balayé d'un revers de main. Il va évidemment transformer aussi le journal en quelque chose qui bascule du côté du spectaculaire, de la culture du spectaculaire, qui a à voir avec tout ce que Debord et la société du spectacle. Je laisse ça en suspens. Bon. Alors, toute puissance du désir. Toute puissance du désir, les exemples sont extrêmement nombreux. On pourrait commencer par ce moment avec Émilie, sa première femme, où on voit le mariage qui est en train de décliner de plus en plus, et où à un moment donné, elle dit « qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et lui de répondre « People will think what I tell them to think ». Voilà bien toute l'expression de la toute-puissance de son désir et de cette volonté de désubjectivation. Alors il y a aussi cette dimension peut-être un peu plus effrayante, comment est-ce qu'il joue avec la guerre. Je peux produire la guerre, je fournirai la guerre. Il prend toute cette guerre d'Espagne comme un jeu. Ce jeu aussi qu'il a au moment où on lui dit mais tu perds 1 million par an, il dit bah, très bien, je perds 1 million par an, je vais pouvoir en perdre pendant 60 ans, et je serai encore là dans 60 ans. C'est-à-dire c'est vraiment cette logique d'une absence de limite, et là il y a une très belle ellipse à ce moment-là, il y a une ellipse qui, au moment où il dit ça, on arrive effectivement là c'est un flash forward, d'une certaine manière, on arrive, parce qu'on ne sait pas où est le temps zéro du film. Si le temps zéro est à sa mort, donc le temps zéro est à sa mort effectivement. Donc c'est un flash forward qui est en même temps un flashback en fait, où il renonce au journal, il n'a pas d'autre choix que renoncer au journal. Quand même, le règne de la castration s'impose à lui, mais il ne cesse de le dénier, sempiternellement. Ce qu'on disait tout à l'heure, le forçage de la castration propre à cette propension au pouvoir. Il y a aussi cette dimension boulimique, je ne sais pas si vous avez noté, à un moment donné, Jedediah lui dit « mais tu manges encore ?» Il dit « j'ai encore faim ». Et juste derrière, après, il dit voilà, il y a quelque temps, je voyais les meilleurs journalistes du Chronicle, que je voyais comme des bonbons, et ben finalement, voilà, je les ai tous mangés, je les ai tous, ils sont à moi. Alors, il y a aussi cette autre dimension, qui est complètement corrélative de ce dont on vient de dire, qui est cette dimension solipsiste du narcissisme primaire.
C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Freud en parlait pour introduire le narcissisme, à savoir qu'il y a une dimension concurrentielle entre la libido du moi et la libido d'objet. C'est-à-dire que plus la libido est sur le moi, plus la libido d'objet s'appauvrit. Là, qu'est-ce qui est dit en fait, et notamment qu'est-ce qui est dit par Leland, par Jedediah, qui est le critique, et qui est celui en fait qui a le regard, à mon avis, le plus lucide sur, contrairement à, comment il s'appelle, Bernstein, qui est l'objet, alors lui qui est vraiment la servitude volontaire, mais dans toute sa splendeur, enfin, c'est avec joie, il est dans la joie cette servitude volontaire. Qu'est-ce que dit Leland? Il dit, bon, il dit plein de choses à ce niveau-là, mais voilà, j'étais son plus vieil ami, il s'est conduit comme une brute avec moi. Là, il y a quelque chose de très intéressant, d'ailleurs. Non pas qu'il était brutal, disent, mais il faisait des choses brutales. Peut-être n'étais-je pas son ami, mais dans ce cas, il n'en a jamais eu d'amis. Il n'a jamais cru à quelque chose excepté Charlie Kane. Il a dû mourir ainsi, cela doit être fort déplaisant, dit-il. Deuxième moment d'interview, il voulait être aimé partout. Il voulait être aimé par tous les électeurs, il a couru après l'amour, il l'a perdu, car il n'en avait guère à donner. Bien sûr, il aimait Charlie Kane très profondément, et sa mère. Enfin, on revient sur le premier miroir de l'être, c'est-à-dire et sa mère, c'est-à-dire il aimait la continuité de lui-même, celle qui a fondé son origine, mais qui en même temps est la continuité de lui-même. À propos de Suzanne, il dit « c'était un parfait spécimen du public américain ». À propos de sa deuxième femme, il y a quelque chose de... Bon. Alors, pareil, le discours politique est assez terrifiant, parce que le discours politique ne le porte à faire absolument aucun engagement. Il ne s'engage sur rien, il ne fait aucune promesse. Tout est focalisé sur l'enjeu de rivalité vis-à-vis de Geddes. La seule promesse qu'il fait, c'est celle de la destitution de Geddes. Évidemment, la chose est tout à fait ironique, puisque c'est l'exact inverse qui va se produire, et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il y a le point de bascule du film. Parce que jusque-là, il est quand même dans une certaine joie, il est dans un certain rapport au jeu. À partir de là, quand même, quelque chose de la tristesse, de la pulsion de mort va prendre, de la déliaison, va prendre de plus en plus de place, et va se poursuivre de manière tout à fait inexorable. Donc, de quoi j'étais en train de vous parler? De cette dimension tout à fait structurale, fondamentale, du fait que, dans ce narcissisme primaire exacerbé, toute la libido est sur le moi. Toute la libido est sur le moi, au détriment de la libido d'objet. C'est-à-dire, il se nourrit de la libido de l'autre d'une manière tout à fait vampirique, mais il n'est pas en mesure de donner, de laisser aller sa libido vers l'autre. Tout ce que lui dit Jedediah, qu'il ne cesse de lui dire, c'est-à-dire que tu sollicites l'amour des autres, tu fais croire que tu aimes les autres pour avoir leur amour, mais tu es incapable de leur en donner. Allons-y sur la, voilà, là, c'est la plus belle séquence. Voilà. I set back the sacred cause of reform. Is that it? All right. That's the way they want it. The people have made that choice. It's obvious the people prefer Jim Geddes to me. You talk about the people as though you own them, so they belong to you. Good. As long as I can remember, you talked about giving the people their rights, as if you could make them a present of liberty, as a reward for services rendered. Yeah. Remember the working man? I'll get drunk too, Jedediah. It'll do any good. That won't do any good. Besides, you never get drunk. You used to write an awful lot about the working man. Oh, go on home. Into something called organized labor. You're not going to like that one little bit when you find out it means that your working man expects something as his right, not as your gift, Charlie. When your precious underprivileged really get together, oh boy, that's going to have to be something bigger than your privilege, and I don't know what you'll do. Sail away to a desert island, probably, and lord it over the monkeys. I won't worry about it too much, Jed.
There'll probably be a few of them there to let me know when I do something wrong. You may not always be so lucky. You're not very drunk. Drunk? What do you care? You don't care about anything except you. You just want to persuade people that you love them so much that they ought to love you back. Only you want love on your own terms. It's something to be played your way according to your rules. Charlie, I want you to let me work on the Chicago tape. What? When you said yourself you were looking for someone to do dramatic criticism, I am drunk. I want to go to Chicago. You're too valuable here. Well, Charlie, there's nothing left for me to do but ask you to... All right, you can go to Chicago. Thank you. Guess I better try to get drunk anyway. I warn you, Jedediah, you're not going to like it in Chicago. The wind comes howling in off the lake, and gosh only knows if they ever heard of Lobster Newburgh. Will Saturday after next be all right? Anytime you say. Thank you. Toast, Jedediah, to love on my terms. Those are the only terms anybody ever knows. His own. Bon, alors Dominique me dit qu'elle doit partir d'ici 20 minutes et que j'en suis à 25 minutes. Donc je vais faire très bref et on verra s'il y a certaines choses qui reviennent. À propos de cette séquence, 3 points très très brefs. Tu n'auras plus qu'à régenter les singes sur une île déserte, dit-il. Je pense qu'il y a des choses de très justes avec cette propension au pouvoir est telle que s'il n'avait plus ce territoire-là, il en serait rendu à ça. Deuxième chose que je trouve très importante, il est piqué, Kane, lorsque Jedediah lui renvoie ce rapport à l'amour. Il est piqué. Autrement dit, il n'en a pas conscience, ça le blesse. Et ça renvoie à la dimension inconsciente de cette propension au pouvoir, que je trouve tout à fait intéressante. Parce que c'est pas du tout un cynique. Hein, il n'est pas dans cette dimension du cynisme au sens moderne du terme. Il y a quelque chose de plus fort que lui qui le mange. Et enfin, troisième point sur cette séquence, ce qu'il dit lui-même, Kane, c'est-à-dire à l'amour, selon mes propres termes, mais chacun d'entre nous, nous n'en avons qu'un, le nôtre. Autrement dit, cette dimension-là, finalement, elle est peut-être en chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il vient de dire. Elle est quand même probablement en chacun d'entre nous. Donc je vais terminer en disant 3-4 choses. Je pense que c'est comme ça qu'on peut entendre le dernier plan. L'un des derniers plans, où en miroir, on va écourter là du coup. En miroir, on voit Kane multiplié. Ça vient dire plusieurs choses pour moi. Hein. Ça vient dire d'une part qu'en fait il n'a rien d'unique. Hein. Il y en a plein, des comme lui. Et finalement, ce rapport au pouvoir, peut-être en chacun d'entre nous, ça vient dire aussi autre chose que je laisse en suspens, c'est qu'il y a quelque chose finalement de pas très singulier dans le pouvoir, contrairement à la puissance. Qu'est-ce qu'il a réalisé finalement, Kane, pris dans cette passion du pouvoir? Il n'a pas réalisé grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que justement il est rempli d'une puissance, qu'il ait réalisé une potentialité propre. Jedediah me dit, tout est demeuré inachevé. Il n'a pas produit quelque chose de profondément singulier qui lui soit propre, etc. Il a été pris dans ce piège du pouvoir. Bon. L'autre chose que je voudrais dire, c'est évidemment quand même juste sur cette histoire de Rosebud et sur cette histoire de narcissisme infantile dont je viens de vous parler. Vous voyez bien que, à quoi renvoie Rosebud? Je vais terminer là-dessus, comme ça je te passe la parole. À quoi renvoie Rosebud? Ça renvoie à cette petite boule, d'accord? Cette petite boule dans laquelle il y a une maison, sous la neige, okay, et ça renvoie au traîneau. Vous voyez bien que ces deux choses-là renvoient très clairement au tableau de l'enfance de Kane. Un tableau de l'enfance à entendre comment? À entendre de plusieurs manières, pour moi. À entendre déjà autour de ce plan que citait Pablo, qui est le plan, en fait, clé du film, hein, où on voit d'abord le flashback sur l'enfance. On voit d'abord Kane en train de jouer, le petit Kane en train de jouer dans la neige avec un territoire absolument immense, pur, infini, dans un grand plaisir, et tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Tout de suite arrive
le cadre de quoi? Le cadre de la fenêtre, et le travelling continue, et en fait ils sont en train de décider de son avenir. Il est déjà dans un enfermement. C'est-à-dire que même dans ce moment de bonheur, etc., il y a déjà un rapport de pouvoir qui est en train de se proférer sur lui, et c'est le rapport que ses parents, et plus particulièrement sa mère en l'occurrence, est en train de mettre en place sur lui, qui va provoquer quoi? Qui va provoquer un arrachement, et un arrachement brutal. Là, je pense qu'il a vu quelque chose de très très juste, Wells, dont Winnicott parle beaucoup. Il dit la toute-puissance, très important, Winnicott, hein, il dit l'ère de l'illusion, c'est très important, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être susceptible de rentrer dans des logiques de fixation par rapport à ça? Le fait qu'on en soit arraché brutalement. Au lieu qu'un travail de désillusion puisse être fait progressivement. Au lieu qu'un travail d'élaboration de la castration puisse être fait progressivement. Là, d'une certaine manière, ce qu'a vu Wells, c'est énormément de choses sur le pouvoir. Voilà. Donc, moi, je pense que cette histoire de Rosebud renvoie à l'enfance, renvoie à cet éprouvé qu'il avait d'une toute-puissance de l'enfance, dont il a été arraché très brutalement, et dont il a été arraché très brutalement par un geste de pouvoir, qui à la fois avec un certain rapport à la fixation, hein, il n'a pas pu se défaire de ça, et en même temps, cette fixation, elle est faite, encore une fois, par rapport au pouvoir qui va perpétuer. Je m'arrête là, je passe la parole à Denis. Alors je suis un peu navrée parce que je pense que la connexion a dû commencer un peu plus tard que prévu. Il faut pas choquer de partir, c'est vrai. Je voulais, moi, on en reparlera, parce que j'avais l'intention de vous faire parler. Donc on m'a parlé, du coup, comme j'ai peu de temps, on l'avait tous là. Voilà, on voulait faire ça, bon, on fera ça une prochaine fois. Du coup, je vais faire comme mes camarades, c'est-à-dire je vais vous dire très très vite ce que le film me fait penser, pas simplement le film, la biographie de Wells me fait penser. En 2 mots, puisque c'est le jour des concepts, moi j'aurais introduit 2 notions en termes de sociologie. Moi j'aurais introduit le terme de libido dominandi, qui est un terme que vous trouvez chez Pierre Bourdieu notamment, hein, c'est la traduction du Martyr de Freud, et ça, on peut s'en servir en sociologie. Donc moi, le camarade Kane et le camarade Wells sont habités par une libido dominandi. Voilà, mais je ne le développerai pas aujourd'hui. Deuxième idée, Bourdieu dit à un moment donné, alors, notamment dans la domination masculine, et les femmes n'ont pas beaucoup cru, que le dominant est souvent dominé par sa propre domination. C'est-à-dire qu'il est pris là-dedans. C'est une manière d'excuser, quand il a fait ce bouquin en 90, d'excuser le dominant en disant il est complètement habité par la passion de dominer. Donc voilà, c'était la deuxième notion, on y reviendra probablement. Et je voulais ajouter, parce que je fais partie des sociologues habités aussi par la psychanalyse, que ces dominants habités par la passion de dominer, ils le sont habités pour des raisons de pulsions profondes, et les 2 pulsions ici dont je vais parler, c'est Eros et Thanatos. Parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de Thanatos pour le moment. Alors, à toute allure et rapidement, ce que je voulais vous faire dire ou montrer, enfin qu'on aurait pu travailler ensemble, c'est que bon, c'est un film extraordinaire sur la grandeur sociale, sur la grandeur personnelle. C'est le premier point. Alors, bon, vous l'avez vu, mais en fait, ce qui m'avait fasciné, c'est que c'est une grandeur très particulière. Je me suis aperçue que ce n'est pas tellement une grandeur économique. La grandeur économique ne vient que cristalliser d'autres grandeurs qui sont quand même pas mal culturelles. C'est la grandeur de Wells. C'est l'opéra, c'est la statue, c'est etc., c'est les sculptures, c'est l'architecture. Bon, passons, mais c'est intéressant. C'est-à-dire ce type-là, Kane, est en fait quelqu'un qui reflète la recherche de grandeur qui est propre à Wells. Alors, la grandeur, on peut le décliner de toutes les manières, mais ce qui est important, c'est que c'est une grandeur que l'individu là construit pour lui-même. On vous le dit d'ailleurs, greatest that he has built to himself. C'est une grandeur pour soi, mais qu'il est capable quand même de projeter sur l'autre, en tout cas au moins un autre, qui est sa dernière épouse. Bon. La première était déjà grande sur le plan politique, celle-là, puisque c'est la nièce du président. Voilà, la grandeur. Bon. Alors, pour moi, l'analyse de la forme, et ce qu'a fait Pablo de ce point de vue-là m'a aidé, c'est pour moi une traduction, la forme de Wells, une traduction de le fait qu'il est habité par la grandeur. Moi, j'y vois surtout tous les effets de manche qu'on a dans le discours de Kane, c'est-à-dire que tout est extraordinairement souligné. Il y a une invitation à admirer la
forme de Wells. C'est un feu d'artifice formel, les flashbacks, la lumière sur les visages, l'ombre sur les visages, l'accélération, les ralentissements brutaux, les plongées, les contre-plongées, les allusions, les citations sans cesse de l'expressionnisme, le fait que toujours, alors ça je reprends ce qu'a dit Pablo, que toujours l'attention du spectateur est focalisée sur quelque chose. Il ne peut pas errer dans l'image, il n'en est pas question, il est absolument tenu, tout est souligné, la lumière, le son qui souligne sans arrêt ce que veut dire le metteur en scène. Alors c'est soit le cri de la femme effectivement qui souligne que la situation est quand même dramatique, etc. Soit une musique absolument tonitruante que vous avez dû entendre à la fin, au début, etc. Donc là, il y a pour moi le même libido de Minandi qui se reflète dans la plume. Deuxième élément de cette grandeur, c'est que c'est une grandeur qui est vérolée dès l'origine. Elle est bouffée par quelque chose. Elle est vérolée à la fois par le thème de l'amour. Alors je ne vais peut-être pas du coup développer parce que je pense qu'on en a parlé pas mal aujourd'hui. Mais elle est vérolée par une chose qui est au moins aussi puissante que le thème de l'amour, qui est celui de la mort. C'est Eros, mais c'est quand même Thanatos. Alors, je voulais juste dire à quel point l'insistance sur, regardez, la démarche physique de Kane à la fin, enfin de Wells, il insiste énormément sur ses difficultés à marcher quand il détruit tout dans la chambre de son amante. Le grimage est quand même très insistant. Bon, je sais bien qu'on était plus maladroit à l'époque, hein, mais on voit cette insistance. On le verra en fauteuil roulant. Je vous signale que Wells a fini en fauteuil roulant. Hein. Donc, mais voilà, c'est important qu'il soit en fauteuil roulant, poussé par quelqu'un et qu'il soit dans la déchéance physique. Bon, tous les autres sont aussi vus dans leur décrépitude, et notamment l'élan de l'ami qui est dans la dépendance typique du vieux qui a besoin d'un cigare pour survivre, qui est dans la dépendance physique. Et ça, c'est les allusions. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon. Je crois que c'est tout pour la mort. Là aussi, la forme révèle ça. C'est-à-dire le passage entre un truc extraordinairement rapide dont Wells sait faire. Hein. Dans les films, c'est des films qui sont toujours, dans une partie des films, sont prises par une énergie absolument folle, quel qu'il soit. Hein. Mais en même temps, l'arrêt de la caméra, la lenteur, dès que quelque chose vient faire obstacle à la destinée grandiose du personnage, et puis pour signifier la mort, le vieillissement, etc. Je vous signale aussi, c'est très important, alors là, ça a été dit en partie par Dimitri, ce qui est très important, c'est que le personnage participe lui-même à cette chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire qu'il est capable de se condamner lui-même à l'échec qui va se prendre une forme absolument extraordinaire à la fin. Il se condamne, par exemple, lorsqu'il reprend l'article de son ami et il va jusqu'au bout de la critique, c'est-à-dire qu'il démolit son projet. Il se condamne électoralement parce qu'il ne fait aucune concession. Il sait qu'il est foutu. S'il fait ce qu'il va faire, et il va faire ce qu'il va faire. Et d'autre part, c'est lui qui détruit symboliquement son amante, une fois qu'elle a disparu, il casse tout. Et la scène est très longue quand même. Elle est très longue, cette destruction. Donc c'est pas du tout anodin. Donc voilà, l'assistance formelle aussi, les ralentissements sur ce cassage, je dirais, qui accompagne la grandeur. Deuxième élément, c'est un thème, ces trois choses-là, la grandeur qui est condamnée par l'amour, je ne vais pas développer, et par la mort, c'est un thème absolument constant chez Wells. La grandeur, évidemment, c'est la grandeur des Anderson, c'est le film d'après, juste après. C'est dans les films des Anderson, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est l'arrivée dans la superbe maison, c'est l'escalier qui monte, par lequel les gens montent et descendent sans arrêt, qui est tellement important, tellement visible, comme d'habitude chez Wells, qu'il va être réutilisé dans un film juste après, parce qu'il est trop extraordinaire cet escalier. On ne peut pas ne pas le voir littéralement, donc on va l'utiliser sur un décor juste après. C'est le bal, l'importance sur les habits, donc sur la grandeur sociale, etc. Bon. Mais c'est aussi, et là je vais prendre les trois films que Wells dont dit qu'ils sont ses préférés, c'est Falstaff. Alors il dit que les trois films qu'il a préférés, c'est dans l'ordre Falstaff,
Ensuite, c'est La grandeur des Anderson et Citizen Kane. Bon, comme par hasard. Qu'est-ce que raconte Falstaff? C'est l'histoire d'une grandeur, d'un bonhomme qui est proche du prince et qui est aimé du prince. Et cet homme sait que le jour où le roi mourra, il va accéder à la véritable grandeur. Et quand le roi, le père de ce jeune prince qui fait plein de bêtises dans les gargotes, avec les femmes, le vin, etc., quand le roi meurt, il sait que son temps est venu et il va se précipiter à la cour pour rechercher son prince et demander la place qui lui est normalement acquise. Or, et c'est là que je passe à la condamnation, dans La grandeur des Anderson, non seulement la grandeur est condamnée, mais ils meurent tous, alors que ça n'était absolument pas nécessaire au récit. Dans Falstaff, non seulement le jeune prince, à partir du moment où il reçoit la couronne, va répudier son vieil ami Falstaff, qui est devenu énorme, Walsh à ce moment-là est énorme, il joue beaucoup de cette grandeur physique. Il va jouer d'ailleurs, il joue le roi bouffon, mais le roi dans le film à plusieurs reprises. Eh bien, non seulement il condamne Falstaff, mais dans la nuit de la répudiation, comme par hasard, Falstaff meurt. Donc voilà, on rajoute de la fin. Et je vous signale à ce propos que le premier court-métrage de Wells, qui est un truc comme muet, il a fait 2 films muets avant le premier film, Citizen Kane, qui s'appelle The Heart of Age, c'est-à-dire le cœur de l'âge, et qui est en fait, pendant 8 minutes, une espèce de... Le chien andalou, c'est un aveu de l'invention de Wells, qui est un jeu, qui est une divagation sur la mort. Voilà, avec la cloche qui sonne, avec des mains qui sortent des tombes, avec une vieille femme qui symbolise la mort, etc. C'est très clairement ça qui se joue là. Et enfin, quelque chose de condamné par quelque chose vérolé par l'amour, eh ben, c'est l'histoire de La splendeur des Anderson. Si les Anderson vont couler, comme famille et comme classe sociale, c'est parce qu'un amour qui aurait dû se réaliser ne se réalise pas. Dans l'histoire, la femme qui aurait dû aimer cet homme qu'il aime, en fait, a préféré un autre homme pour mari. Bon, et de là, tout va s'enclencher et se dégrader. Et c'est l'histoire de Falstaff. Falstaff est absolument, au fond, aime le prince, il en est aimé. Et la mort de Falstaff, c'est parce que cet amour lui est retiré et qu'il le vit comme un désamour. Alors, pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai travaillé sur un autre obsédé par la grandeur sociale, qui est Jules Romain, qui a écrit, comme par hasard, c'est comme Wells, 26 tomes, l'œuvre la plus longue de la littérature française, qui se moque dans les premiers tomes de l'Académie française et qui, évidemment, quand, à la fin du 26e tome, il rentre à l'Académie française. Mais il y a une énorme différence, et je vais conclure là-dessus, entre Jules Romain et Orson Welles. C'est ce qui fait pour moi le prix de cet auteur à ce point grandiloquent. C'est que Jules Romain n'est pas du tout conscient. Moi, je me suis aperçu qu'il était un obsédé de la grandeur, parce que j'ai lu Knock, que vous connaissez, hein, vous l'avez vu, bon, et plein d'autres textes de Jules Romain sont en affinité avec cette obsession de la grandeur. Bon. Mais Jules Romain n'en est pas du tout conscient. Pas du tout. Par contre, Wells, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il joue avec cette idée. Alors, pas simplement parce qu'il les condamne à la chute, mais quand même, dans tous ses textes, mais également parce qu'il est à l'origine sans arrêt, dans ce film-là, du pourquoi de cette grandeur qui déchoit, d'une part. C'est très étrange, parce qu'on n'est qu'en 41, et en 41, l'intérêt du cinéma américain pour la psychanalyse est à peine en train de commencer. Je vous signale que le premier film un peu psychanalytique, c'est 38, La Féline de Tourneur, et ensuite on a Soupçon en 1941 de Hitchcock. Hitchcock après s'enfourne là-dedans avec La Maison du Docteur Edwards en 45. Hein. Et puis après, 15 ans plus tard, vous aurez Marnie, etc. Mais ça veut dire que là, on a un Wells qui se mêle très tôt de psychanalyse pour essayer de comprendre quel est le truc qui vérole la grandeur. C'est quand même intéressant, il s'intéresse à ça. Et d'autre part, je finis par ça, il apporte à cette question, qui est probablement une question à l'échelle d'une vie, une réponse qui montre bien la passion qu'il y met à comprendre. D'abord parce que c'est une réponse extraordinairement précise malgré tout. Toute l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'a pas supporté que sa mère non seulement l'abandonne, mais le répudie. À l'âge de 8 ans, je crois que l'âge est dit dans le film,
alors que Wells a perdu sa mère à l'âge de 9 ans et son père à l'âge de 15, et qu'à l'âge de 15 ans, immédiatement après, il commence sa carrière théâtrale, c'est-à-dire la grandeur commence, il le dit dans un entretien, beaucoup plus tard, il a 50 ans, qu'il a été un génie, enfin il ne dit pas un génie parce qu'il est modeste officiellement, mais qu'il a été reconnu à l'âge de 15 ans et qu'après, bon, 41, Citizen Kane, c'était moins important pour lui. Donc ça commence par cette histoire-là. Il a donc une réponse à la fois extraordinairement précise sur le plan biographique, en même temps extraordinairement floue. Et là, je vous rappelle, c'est ça qui est intéressant à mon avis, je vous rappelle ce que dit la dernière tirade. Est-ce que Rosebud aurait tout expliqué? Non. Non. Kane a eu tout ce qu'il a désiré et il a perdu. Peut-être que Rosebud est quelque chose qu'il n'a pas pu avoir ou quelque chose qu'il a perdu. En tout cas, cela n'aurait pas tout expliqué. Je ne crois pas qu'un mot puisse expliquer la vie d'un homme. Non. Rosebud n'est juste qu'un morceau du puzzle, un bout manquant. C'est-à-dire que Wells, dans ce film, comme dans l'ensemble de sa filmographie, est à la recherche véritablement de ce qui peut expliquer cette libido dominandi qu'il projette sur ses œuvres et qu'il a commencé très logiquement à projeter dans son deuxième film de ce point de vue-là, qui est Citizen Kane en 1900. Voilà. Voilà ce que j'aurais essayé de vous faire dire à vous. Si on avait eu le temps, je suis navrée. On essaiera la prochaine fois de vous faire participer à cet exercice. Libido dominandi encore. Pardon ? Libido dominandi encore, par rapport au public. Oui, voilà. Je voudrais juste rebondir très rapidement sur quelques éléments de ce que tu viens de dire. Bah, on n'a pas abordé ça, mais je pense que c'était un creux et que ça arrive bien après le plan. C'est-à-dire combien cette espèce de représentation de William Randolph Hearst devient finalement une représentation de Wells lui-même. Quelque chose qui est d'ailleurs toujours lié dans tous les entretiens des années 50, 70. Il dit toujours, je ne vois pas pourquoi les gens ils voient une image de moi dans Citizen Kane, je ne vois pas du tout. Alors qu'effectivement, il y a quelque chose de très très intéressant, c'est d'imaginer qu'il y a beaucoup de Wells, c'est un film très personnel, et qu'il y a quelque chose de cette pulsion destructive, comme tu dis déjà, qui annonce la chute de Wells. Parce que là, il est au fait de sa gloire, c'est un génie, c'est un prodige, personne ne sait ce qui va se passer par la suite, mais Citizen Kane, c'est un peu comme l'histoire de ne pas vouloir céder devant le gouverneur du Ligetiz et savoir que ça va provoquer une certaine façon sa chute. Il a eu tellement de liberté, il est allé chercher tellement de bagarres importantes avec ses films qu'il ne pouvait que par la suite tomber. Voilà. Et la splendeur des Anderson, c'est déjà un peu décidé ça, parce qu'il n'a pas pu avoir le montage final de mes films. Alors que le contrat était encore en vigueur, on a tourné des scènes pour compléter les films à son insu alors qu'il était au Brésil. Et donc juste pour faire écho à toutes ces questions qu'on est en train de débattre là, d'un point de vue purement formel, je voulais juste dire quelque chose, c'est plein et parfait pour ça. 90% des plans où on voit Kane sont en contre-plongée. Oui. Donc c'est là. L'effet évident, c'est que les personnages sont magnifiés, ils deviennent des gens. Mais il y a un deuxième effet très intéressant, c'est le plafond. C'est comme si cette histoire du dominant dominé par son propre zone de domination, les plafonds les écrasent. C'est un peu partout dans les films. Et d'un point de vue formel, encore dernière remarque, peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre, je pense que la profondeur de champ libère l'attention du spectateur. Le spectateur a la possibilité de regarder le premier plan ou l'arrière-plan, de regarder la réaction des gens qui sont en train de parler. Et pareil pour le son. Voilà. Et pareil pour le son, ça laisse sa liberté au spectateur. Ah, pas mal. C'est beaucoup moins directif que Hitchcock. Ça, c'est un truc que Wells n'aimait pas trop, la direction du spectateur, comme Hitchcock adorait faire, justement. Donc c'est effectivement, il manifeste tous les temps son pouvoir de créateur avec la fiche. Chez Hitchcock, il y a beaucoup de policiers, c'est-à-dire que c'est pas... Absolument. Oui. Je voulais, avant de filer, juste un mot, c'est la foufou, je ne peux pas vous éviter ça, pour vous montrer que Wells, que j'adore par ailleurs, mais bon, ça n'empêche pas la lucidité, est prêt à tout pour gagner. Il a utilisé beaucoup de choses de Hearst, du magnat de la presse, mais il a utilisé des choses extraordinairement privées
parce que Rosebud, en fait, dans la réalité, c'est la façon dont Hearst appelait la foufoune, la chatte de son amante. Donc il est vraiment prêt à tout, il a défendu ça jusqu'au bout, et il était prêt à tout pour affronter le monde. Il faut se battre, hein, il dit à son amante, parce qu'après il s'est retrouvé devant un aéropage de producteurs devant lequel il a dû défendre son film. Il avait tout Hollywood devant lui, ce jeune homme de 25 ans. Et c'est ça qui me plaisait. Il fallait, à une grandeur, ajouter, dire, à conquérir, et le film vous le dit, parce qu'il était très déçu d'avoir déjà la richesse dont il disposait. Il le dit dans le film, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est la richesse à conquérir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. À poursuivre alors. À poursuivre. Prochaine, on regarde. On fera un film plus court, non? On fera en sorte qu'il y ait plus de temps derrière. Bon, ça ne nous empêche pas de poursuivre de notre côté. Alors, quand même, pour rebondir sur ce qu'a dit Dominique et sur ce que vient de dire Pablo, il y a vraiment une logique du tragique, quand même, hein, du pouvoir, qui est largement mis en scène par l'écriture cinématographique, ce dont vient de parler Pablo, c'est-à-dire qu'il y a une contre-plongée permanente, avec effectivement, en même temps, un plafond permanent sur Kane. Et d'ailleurs, le moment où Suzanne finit par s'émanciper, c'est assez intéressant, le moment de la séparation, le plafond reste écrasant sur Kane, il ne l'est plus sur Suzanne. Il ne l'est plus au moment où elle s'apprête à franchir la porte, le plafond n'est plus sur elle. Et elle va franchir en succession d'ailleurs de portes pour pouvoir sortir. Voilà, peut-être qu'on du coup là, on laisse la parole à... C'est dommage. Je ne savais pas qu'elle pouvait partir si tôt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Je peux vous poser une question? Qui est-ce qui n'avait jamais vu ce film? Okay. Pas mal. C'est déjà biaisé comme question. Est-ce que ça vous a ennuyé? Non? Je pose la question parce que c'est quelque chose que j'avais trouvé dans quelques textes critiques justement, qui parlaient du fait que tout le monde connaît Citizen Kane, et finalement, il n'y a pas tant de monde qui l'a vu. C'est un film qu'on ne voit plus autant qu'on en entend parler. Je pense que c'était dans le livre de Laura Mulvey sur Citizen Kane, où elle parlait justement des gens qui lui avouaient qu'ils avaient regardé, ils se disaient un peu ennuyés, ils ne comprenaient pas trop l'intérêt pour le film, etc. Je voulais juste savoir, pour ceux qui ont une première expérience du film, ont eu une première expérience du film aujourd'hui, si vous aviez peut-être ressenti ça sans trop savoir ce qu'était le contexte du film. Bon, c'est pas les cas, tant mieux. Je ne trouve pas du tout un film. Du coup, moi c'est un film que j'ai pris le parti de découvrir, parce que ça fait un petit temps, c'est impressionnant. Mais du coup, ça fait un petit temps qu'on sait que la séance va avoir lieu, et je me suis posé la question de le voir en amont ou de me renseigner dessus, et je me suis dit non, je vais venir naïf pour découvrir le film. Et du coup, il y a un élément qui est intéressant quand on vient et qu'on ne connaît pas forcément très bien le film et son réalisateur, c'est que Wells, qui incarne Kane, est dans le film le personnage principal, le producteur, le réalisateur. Scénariste aussi. Et scénariste. Co-scénariste. Co-scénariste. Co-scénariste, parce que c'est voilà. pas n'importe qui a écrit. Mais ce qui donne du sens à ces lapsus, par exemple, que Dominique a fait un petit peu, en passant des fois de Wells à Kane. Et Dimitri a fait aussi. Parce que c'est confusionnant. On se demande où s'arrête l'un et l'autre. Oui, alors moi je mettrais une nuance au parallélisme qui a été fait. Moi j'avoue que alors c'est un parti pris, hein. Généralement j'évite de faire de la psychobiographie, j'aime pas trop ça en fait, parce que je pense que l'œuvre se suffit à elle-même. Ceci dit, puisqu'on est rentré là-dedans, on a quand même tendance à faire une différence majeure. On a déjà noté que c'est le co-scénariste et que le scénariste c'est Mankiewicz, le frère de Mankiewicz.
qui a eu pour objet principal dans tous ces films la question du pouvoir. Et Wells, je soutiens que tous ces films traversent la question du pouvoir. Et effectivement, du pouvoir aussi dans le fait qu'il est intrinsèquement pris dans cette dimension concurrentielle avec l'amour. Mais que Wells, il a produit des choses. Il a produit des choses absolument considérables. Il a rempli des puissances. Le portrait qu'il fait, c'est celui d'un homme de pouvoir. Et la différence fondamentale que je ferais, même si je pense qu'il y a beaucoup de Wells dans Cave, indubitablement, on va pas, on sait très bien qu'on ne travaille pas sur des questions qui ne travaillent pas, c'est évident. Je pense néanmoins qu'il y a quand même, déjà, il se questionne là-dessus, et il a beaucoup de lucidité là-dessus, et ce vers quoi ça. Donc, rien que se questionner aussitôt avec autant de lucidité sur cette question-là, à mon avis, lui permet justement, comme l'a dit Dominique, d'avoir du jeu par rapport à cette question-là, mais je pense que le véritable objet de Wells, et ce qui le caractérise, c'est beaucoup plus la puissance que le pouvoir. Ouais. Bonjour. Moi, je dirais qu'il faut pas être trop dur avec Orson Welles, parce que c'est un créateur immense qui a inventé des choses. C'est un créateur immense qui a inventé des choses, donc c'est pas, moi je ne vois pas comme un homme de pouvoir. C'est simplement c'est exactement ce que Dimitri disait. Ah, ouais. La puissance n'est pas le pouvoir. Mais c'est surtout un amoureux de la tragédie, c'est ça que je veux dire, surtout. C'est que vraiment c'est un homme de la scène, et c'est Shakespeare, on va jusqu'au bout, on termine, enfin tout se termine dans les larmes et le sang, et que là il s'agit plus d'un discours sur la décadence, en fait, à proprement parler, sur quelqu'un qui s'expanse, parce qu'on est effectivement dans une structure de discours qui est déconstruite par les Fowler, par cette construction qu'il a choisi de proposer. Voilà. Et moi, c'est plutôt un tragédien qui n'a pas pu résister au fait de lui-même jouer effectivement une grande partie de ses rôles. Mais dans le cinéma d'aujourd'hui, Xavier Dolan, par exemple, va même jusqu'à faire les costumes de ses comédiens. Donc après, c'est vrai que la position de metteur en scène dans la création d'un film, c'est un peu particulier aussi. Au-delà du thème je dirais, qui est abordé dans Citizen Kane, qui est effectivement un manuel de la presse puissant, de la puissance. Voilà. Moi, précisément. Voilà. Je te laisse répondre à cette distinction entre pouvoir et puissance tout à l'heure, si tu veux, parce que je pense qu'elle est essentielle. J'enchaînerai sur une autre chose, à partir de ces commentaires et de ce qu'on vient de dire, c'est, voilà, Kane est infertile. Il ne produit rien, il collectionne des choses. Voilà. Et la collection de statues est quand même très forte symboliquement. C'est-à-dire que toute la désubjectivation dont on parle, il ne considère les autres que comme des pantins. Suzanne est un pantin. Le plan où on monte avec tous les fils là, au premier moment des répétitions, Suzanne est un pur pantin du début jusqu'à la fin. Il est incapable de composer. Qu'est-ce que c'est l'Eros dans sa plus belle émanation? L'Eros dans sa plus belle émanation, c'est la capacité à composer avec l'altérité de qui nous fait face. Sinon, il n'y a pas de possibilité de déploiement de l'Eros. Le propre du rapport de pouvoir, c'est tout l'inverse. Le propre du rapport de pouvoir, c'est que ça tend à désubjectiver parce que ça ne supporte pas l'altérité. Pourquoi ça ne supporte pas l'altérité? Parce que l'altérité, ça met toujours à mal la toute-puissance du désir propre. L'altérité, c'est quoi? L'altérité, c'est toujours porteur d'un désir autre. Donc ça met à mal la toute-puissance du désir propre. Je te repasse le truc, après je dirais un truc sur pouvoir et puissance, parce qu'il y a manifestement... Non, je vais juste enchaîner exactement sur ce que tu viens de dire. Donc, cette idée-là, cette distinction est très claire, et ce qui est très important à souligner, c'est que ce que Dimitri vient de dire est dans le film. C'est Wells qui a eu peut-être pas forcément formulé d'un point de vue conceptuel, mais qui l'a ressenti, qui a eu cette intuition sur ce qui était l'histoire de Hearst. Il y a dans le texte de Pauline Kael, elle cite un
un texte de John Dos Passos qu'il a écrit sur Hearst, justement, dans un de ses livres, qui s'intitule Poor Little Rich Boy. C'est la thématique du film. Et c'est ça que Wells a compris, la dimension tragique du personnage. Il a beaucoup d'agressivité qui se manifeste envers le personnage d'Hearst, va à la confrontation avec Hearst, mais en même temps, il y a une espèce d'empathie. C'est-à-dire que le personnage de Kane n'est pas haïssable. On a de la peine, comme Susan le dit dans un moment, comme Thompson lui dit, tu sais, mais finalement j'ai un peu de la peine pour Kane. Elle dit, moi aussi, et nous aussi. C'est-à-dire, c'est fondamentalement triste, ce type qui n'arrive pas à entrer en relation avec les autres, il arrive à entrer en relation qu'avec les choses qu'il peut dominer. Alors, oui, plusieurs choses quand même, enfin, sur ce que vous avez pu dire déjà sur cette question du tragique. Absolument, le film est une tragédie, hein. Et une tragédie qui s'écrit. Il y a un moment absolument clé de l'écriture, et ce moment absolument clé de l'écriture, d'ailleurs, est symbolisé par une signature, c'est le moment où, le fameux plan, où on voit Kane jouer dans cette immense, et où on décide de son futur à partir d'une signature. C'est ça qui fait tout le destin et toute la dimension tragique, dans le sens d'une écriture préétablie, qui va précipiter le sort et le destin de Kane. Il y a quelque chose de tout à fait terrible. Mais justement, c'est fait par un geste de pouvoir. Par un geste de pouvoir et un geste abandonnique, ce qui est quand même pas rien. Parce que là, je crois qu'il y a eu un vrai quiproquo. Ce que je disais précisément, c'est que Orson Welles, c'est un créateur qui produit et qui est du côté de ce que j'appelle la puissance, contrairement au pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je reprends une idée de Deleuze. Deleuze dit, grosso modo, il n'y a pas de... Pour lui, le pouvoir, en fait, est le plus bas degré de la puissance. Deleuze dit, la confusion entre pouvoir et puissance est ruineuse, absolument ruineuse, et le pouvoir, d'une certaine manière, le plus bas degré de la puissance. Pourquoi? Parce que le propre du pouvoir, c'est précisément d'empêcher les puissances des autres. C'est que le propre, ce que j'appelle, moi, rapport de pouvoir, c'est que ça tend à empêcher le déploiement des puissances des autres. Parce que ça tend à désubjectiver les autres. Donc il y a pour moi une grande différence, ça n'est pas du tout, on ne peut absolument pas dire que c'est un autoportrait de Wells, en aucune mesure. C'est vraiment le portrait du pouvoir, et c'est le portrait du pouvoir, du pouvoir subjectivé, sous toutes ses facettes, parce que c'est le portrait du pouvoir dans l'intimité du couple, dans l'impossibilité de la relation amicale, dans le rapport aux politiques, dans le rapport aux médias et à la visibilité. Enfin, il embrasse... je pense, énormément de dimensions, justement, du pouvoir. Oui, il y a madame. J'aurais une question par rapport à la figure de la mère. Parce qu'en fait, vous dites on a décidé. Mais en fait, c'est la mère, oui, c'est ça. à mon sens. Ah non, mais c'est la mère. C'est la mère qui décide. D'ailleurs, elle le dit dans le film, on fera comme j'ai décidé, enfin, je ne sais plus exactement notamment. Ma question, c'est, d'un point de vue psychanalytique, pour vous, s'agit-il d'une mère phallique comment interpréter les limites, puisqu'il y a la question des limites, par rapport à cette figure de la mère qui pose le cadre, qui enferme, en fait, qui enferme la vie de son enfant pour la suite. Et après, bon, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'ambivalence sur la créativité, certes, mais si le pouvoir, et c'est ce qui empêche la puissance de l'autre, la créativité de l'autre, la subjectivité de l'autre, c'est que la créativité, quelle est l'essence de la créativité? Enfin, voilà. Donc, d'abord sur la mère, comment la qualifiez-vous? Alors, d'abord sur la mère, et la deuxième partie de votre question, je ne l'ai pas comprise. Alors, moi, je vous avoue que, comment vous dire? Je suis embêté. Pourquoi je suis embêté? Parce que je pense qu'à la fois il a vu quelque chose de juste, Wells, et à la fois c'est la partie faible du film.
Pourquoi c'est la partie faible? Pourquoi il a vu quelque chose de juste et pourquoi c'est la partie faible? Alors, il a vu quelque chose de juste, mais qui risque de nous faire glisser dans de la psychologisation, ce qui m'embête un peu. C'est-à-dire qu'on voit bien que bon, c'est elle qui porte le pantalon, si je puis dire. En même temps, il y a des choses d'un peu plus complexes, c'est qu'elle dit qu'elle le renvoie parce que le père le frappe, parce qu'il y a la violence, elle le dit, et il le fait. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est montré. C'est ce qui est montré dans le récit. On est obligé de composer avec ce qui est donné à voir. Bon, mais c'est elle, en même temps, clairement, qui a le pouvoir, et sur le père, donc ce qui laisserait entendre que la fonction paternelle est désactivée. La fonction paternelle est désactivée, autrement dit, la logique du tiers est désactivée, ce qui va dans le sens d'un rapport duel entre la mère et l'enfant qui va du côté de la toute-puissance. Bon, là, on va du côté de la psychologisation. Pourquoi je trouve ça faible? Je trouve ça faible parce que c'est pas la mère, je suis désolé, alors là, c'est pas la figure qu'il nous fait, là, n'est pas celle d'une mère de quelqu'un d'extrêmement narcissique. Elle est trop délibidinalisée. Vous voyez, il y a quelque chose de trop Alors après, on peut se dire, peut-être que c'est ce moment-là, et peut-être qu'elle était autrement avec son petit garçon, mais je vais être presque un peu péremptoire. Une mère aussi rigoriste, si elle l'est vraiment, effectivement, et si elle a vraiment eu cette figure rigoriste avec son tout petit bébé, elle ne fait pas un enfant narcissique. Donc là-dessus, je le trouve pas très... Voilà, je le trouve... mais c'est normal en même temps. Après, la deuxième partie de votre question, j'avoue que je ne l'ai pas comprise. Si la question est de savoir qu'est-ce qui peut promouvoir la créativité, plutôt que le pouvoir, énormément de choses, mais beaucoup plus ce que j'appellerais, et alors là, il faudrait déplier, ce que j'appellerais une relation d'autorité, mais vraiment dans le sens de l'étymologie du terme, c'est-à-dire celle d'auteur, plutôt qu'un rapport de pouvoir. Dans le sens que la relation d'autorité, c'est ce qui autorise. C'est ce qui ça repose sur une circulation de la reconnaissance, ça se fonde sur cette dimension d'être un auteur, mais d'autoriser l'autre et d'autoriser l'autre à devenir. Ça serait la définition moderne qu'on pourrait donner de l'autorité sur les traces de Myriam Revaud-Dallon, qui a beaucoup critiqué, qui a fait un ouvrage très intéressant sur le fait que ça fait 50 ans, 60 ans qu'on parle d'une crise de l'autorité, mais avec beaucoup de déploration. On déplore beaucoup l'autorité dans le sens de l'autorité, ça serait ce qui fait obéir. Or, non, l'autorité, justement, ça ne se circonscrit pas à ça. Précisément, l'autorité, c'est pas le pouvoir. C'est pas juste ce qui fait obéir. Voilà. Mais ça fait 50 ans qu'on parle d'une crise de l'autorité sans être en mesure de faire émerger une définition claire de ce que ça serait l'autorité moderne. Voilà, je vous en donne 2-3 traits qui seraient ceux-là. Je voudrais prendre la question par un autre point de vue qui concerne justement le lien entre psychanalyse et cinéma. Parce que là, je le dis à plusieurs actrices, ça m'embête un petit peu parce qu'on tombe dans la psychologie. Je voulais souligner quelque chose que je trouve essentiel. Nous, on peut s'amuser à élucubrer, à penser, voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette famille, quelle était la relation effective de ces garçons avec cette dame, etc. C'est pas l'intérêt du film. Voilà. Mais c'est pas dans le film. C'est pas ça qui est intéressant dans le film. Pas rien, mais c'est pauvre. Le film est pauvre de ce point de vue-là, alors qu'il est beaucoup plus riche sur autre chose. Absolument. Mais ce que j'allais dire justement, c'est ça. Ça, on peut le faire, mais c'est un peu un plaisir de psychanalyste, de psychologue. C'est pas vraiment l'intérêt du film, comme Dimitri vient de le dire. Je pense que d'un point de vue de la relation avec la psychanalyse, avec le cinéma, c'est quelque chose dont on devrait se garder. On devrait faire attention, pourquoi pas pour s'amuser un peu. À part dans des films de Bergman, parce que Bergman a un regard incroyable sur la psychologie humaine. Ça dépend des films qu'on rencontre. Pardon. Non, mais on va dans le même sens. Tout ce que je voulais dire, c'était justement ça, parce qu'inévitablement, comme c'est pas le centre du film, on va extrapoler les données, on va juste fantasmer. Et là, ce que j'avais envie de dire, c'est justement la puissance d'un film comme ça, d'un créateur comme elle, c'est que ça me pousse à fantasmer à partir de ces films. Ça me pousse à réfléchir. Chacun de nous peut y trouver quelques éléments sur lesquels on va accrocher qui vont déclencher les processus de pensée pour nous. Et c'est ça la beauté du film. Mais effectivement, c'est pas forcément le type de relation que nous, on va essayer, j'espère, dans ces séances, de développer avec le film. C'est pas de faire de l'analyse des personnages, de faire de l'analyse de... Moi, je dirais ça dépend ce qu'a vu l'auteur, en fait. Ça dépend. Parce que là, ce qui nous donne à voir et à sentir, dans ce portrait d'un homme de pouvoir, on peut voir les arcanes de l'invisible mouvoir, venir mettre en mouvement
ce personnage. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il a vu des choses très justes dans ce qui constitue la propension au rapport de pouvoir, à savoir ce rapport au narcissisme complètement exacerbé, ces processus de désubjectivation. Alors là, en veux-tu, en voilà, c'est quand même c'est terrifiant. Le truc sur Suzanne est absolument terrifiant parce qu'il la désubjective jusqu'à, je ne sais pas si il faudra repasser, on n'a pas le temps là, mais le moment où il lui dit tu continueras avec ton chant, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a son ombre à la fin qui vient masquer Suzanne, et là, c'est pas l'ombre de l'objet qui est tombée sur le moi comme dans la mélancolie, c'est l'ombre du moi qui tombe sur l'autre, et qui l'obscurcit complètement l'autre. C'est vraiment une symbolisation cinématographique de ce que j'appelle la désubjectivation, de ce qu'on appelle la désubjectivation. Et elle ne va avoir d'autre choix in fine que de porter ce geste du suicide, qui est en fait l'actualisation, la seule chose sur laquelle elle a la main pour actualiser ce qu'il ne cesse de faire symboliquement. C'est-à-dire ce geste répété de désubjectivation, il ne reconnaît jamais son désir. Il nie sa liberté, il nie son désir, il nie sa pensée. Ça, c'est vraiment un geste de désubjectivation. Donc sur le film... penser avec le film. Si on pense, voilà, c'est ça, avec le film. Donc si le film pense ça, si c'est ce que le discours filmique vous c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que, par contre, il a vu un truc il a vu deux choses sur l'enfance, à mon avis. Il a vu que cette dimension, et ça a à voir avec son vécu manifestement, il a vu que cette dimension d'arrachement brutal, parce que pour le coup, je pense que Gwen, c'était vraiment un enfant adoré. Vraiment adoré, encensé, et voilà, il a dû voir dans le regard de sa mère quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement narcissisant, qui lui a fait ce réservoir de toute puissance, et toute la positivité de ce réservoir de toute puissance, mais de toute puissance du fantasme. Ce qui est absolument génial avec la toute-puissance du fantasme, je vais être un peu provocateur, le propre de la toute-puissance du fantasme, c'est qu'elle est réelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on peut tout imaginer. La psyché humaine a cette capacité de tout imaginer. Par contre, la toute-puissance du désir, elle se heurte rapidement aux limites du réel. C'est pour ça que je vous dis, le propre de l'homme de pouvoir, c'est qu'il est beaucoup plus arrimé à une toute-puissance du désir, à un désir tout-puissant, qu'un rapport à la toute-puissance qui serait du côté du fantasme, reconnu comme tel. C'est pas du tout pareil de jouer avec sa toute-puissance en la reconnaissant comme étant du côté du fantasme, donc en mettant du jeu dans ce rapport à la créativité, plutôt qu'être arrimé à un rapport à la toute-puissance du désir qui va avoir tendance nécessairement à assujettir tout son environnement. Mais, donc le truc qu'il a bien vu, c'est que cette dimension d'arrachement, et c'est ce que dit Winnicott, cette dimension d'arrachement brutal, ça provoque des logiques de fixation, évidemment. C'est comme la métaphore qu'on pourrait vous donner, c'est comme si vous êtes à deux doigts d'être sur l'orgasme et qu'on vous arrête tout d'un coup, ça vous met dans un rapport à la fixation. C'est du même acabit. Pardon. Juste, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce film est autant un film autour du pouvoir que la fête de l'enfance. C'est vraiment, pour moi, au même... parce que vraiment, c'est une boucle, et que c'est le fil conducteur qui peut expliquer son comportement. En fait, effectivement, c'est vraiment pour moi, d'abord, l'enfance et le pouvoir sont exactement à mes yeux. Ça, c'est sans doute c'est la thèse que je soutenais tout à l'heure, effectivement. C'est-à-dire que ce qui fait la racine de cette propension au pouvoir, c'est une fixation, une exacerbation du narcissisme infantile, du narcissisme de Sa Majesté l'Enfant. C'est pour ça qu'on rend chez énormément de dictateurs, il y a une dimension infantile terrifiante, absolument terrifiante. Mais il y a une dimension extrêmement infantile qui ne supporte pas la frustration, qui veut cumuler, tenter plus, etc. Est-ce qu'il y a une autre question? On va... Ouais. Oui, je dirais que Kane rentre pas tellement finalement dans une logique du désir en tant qu'il est dialectisé. Quand tu parles du règne du désir, c'est ça. Il n'y a pas de désir du sujet. Le sujet, il est assujetti. C'est ça. Et là, justement, Kane, l'imaginaire, prise sur l'autre, il ne peut pas lâcher ça. J'ai été aussi très intrigué par cet objet, la
de neige, finalement, il y a quelque chose aussi de cet objet, voilà, l'objet cause du désir, l'objet perdu, qu'il n'a pas pu, il faut qu'il meure. Il y a cette image où il meurt, il lâche. Et cet objet-là, il ne l'a jamais perdu. Ça reste un mystère. Il reste un mystère aux yeux. Personne ne le saura jamais. Oui, il manque la clé, il manque quelque chose qui permettrait d'expliquer, de savoir. Mais il n'y a pas une clé, c'est bien ce qu'il dit à la fin, ça n'existe pas une clé. Il n'y a pas une clé, par contre, ça n'existe pas une clé, où que ce soit, de toute façon. C'est justement, penser qu'il y a une clé, c'est croire en phallus imaginaire. C'est croire à l'un, à l'absolu. Par contre, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu viens de dire, Jérémy, c'est que effectivement, c'est ça la dimension tragique du pouvoir, c'est que dire que l'homme de pouvoir, finalement, est somme toute assez peu singulier, c'est que si on est dans une logique du règne du désir, effectivement, on n'est pas dans une dialectique du désir, dans le sens d'un désir qui intégrerait le manque et qui deviendrait éminemment singulier, qui intègre le rapport au manque et qui déploie un processus de subjectivation propre. Si on est dans un rapport à un désir tout-puissant et total, absolu, un règne du désir, on est dans des logiques d'asingularisation, on est dans les logiques où, finalement, effectivement, c'est cette logique de thanatos, c'est-à-dire de la déliaison, qui fait que tu ne peux pas rencontrer l'autre, tu ne peux pas te rencontrer toi-même, et qu'il y a quelque chose de cette dimension du tragique dans le film de Wells, où plus on avance vers la tristesse, moins il joue. Parce qu'il y a des moments où, au départ, il joue comme un enfant, effectivement. Alors, il joue pas du tout, il joue vraiment comme un enfant. C'est-à-dire, on a l'impression que il provoque tout le monde, il est comme un môme, il essaye de jouer avec le réel. De jouer avec le réel comme un enfant le ferait. Il n'est pas dans ce rapport au jeu très sophistiqué qui aurait à voir avec le fait qu'on met du jeu entre l'objet de son désir et soi-même. Qu'on mette l'écart entre l'objet de son désir et soi-même. Non, lui, il est rivé à l'objet de son désir. Et l'objet de son désir, c'est un truc totalitaire, en fait, d'hyperconsumérisme, de tout le temps toujours plus de statut, de toujours plus de puppets, voilà. Mais oui, je pense que c'est très très juste. Il y a quelque chose d'extrêmement triste que vient figurer, encore une fois, aussi ce plan de multiplier Citizen Kane à la fin, de multiplier Charlie Kane à la fin, comme s'il était tout le monde et personne, en fait. Et un peu comme si tout le monde était Kane, parce que Kane, c'est pas choisi par hasard, non. Et Citizen, c'est tout le monde est Kane de soi-même et des autres. C'est ça. Donc c'est pas un personnage singulier, ça regarde tout le monde. C'est ça, et c'est là où je pense que moi ça vient soutenir, ça vient rencontrer ma thèse, c'est que c'est qu'à avoir un certain prolongement de la lecture que fait Arendt de ce qu'elle appelle la banalité du mal, c'est-à-dire que, je veux dire, l'homme de pouvoir, ou même le grand homme totalitaire, il ne s'agit pas de le regarder comme un monstre qui serait une pure figure de l'altérité. Ça ne veut absolument pas dire que les bourreaux et les victimes sont la même chose, ça ne veut absolument pas dire ça, mais ça veut dire ne pas le regarder comme une monstruosité, en tant que ce n'est pas une pure figure de l'altérité, en ce que nous sommes tous porteurs, d'une manière ou d'une autre, de cette propension au rapport de pouvoir, que ça soit du côté de la servitude, ou que ça soit du côté d'une propension au pouvoir, et que, alors, après, dans une plus ou moins grande économie. Et qu'effectivement, ce portrait du pouvoir subjectivé, qu'est le film de Citizen Kane, vient nous dire aussi, ça concerne absolument tout. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, il me semble. À moins qu'il y ait d'autres questions. Ouais. Il y a encore quelque chose qui m'intrigue sur la question de la vérité, parce qu'il y a vraiment une enquête. Il y a une enquête dans le film. Il y a quelque chose, une recherche de la vérité qui, on ne sait pas trop si elle éclate. Et on parlait aussi des rapports de domination du maître. Il y a quelque chose aussi du maître. La vérité du maître, c'est qu'il est châtré. Quelque chose, et que c'est caché. Et cette vérité, c'est l'autre, dans le discours hystérique qu'on peut retrouver aussi chez Suzanne, c'est l'autre qui le possède. Et à un moment où elle dit cette vérité, c'est-à-dire toi aussi tu manques, puisque je peux m'arracher à toi, c'est là que tout s'effondre. Voilà, il dit, je trouve, une mise à jour comme ça de sa vérité, une chute
de ce voile qui vient recouvrir cette vérité qu'il est castré. Absolument. C'est-à-dire, bien sûr, pourquoi est-ce que le pouvoir a besoin de visibilité, de mise en scène, et de mise en scène dans un rapport à l'imaginaire? Parce qu'il doit se donner à voir comme tout-puissant pour générer un rapport de croyance. Et à partir de ce rapport de croyance, c'est parce qu'on croit, et parfois dans des mouvements de déni, sans y croire, en disant « je sais bien que, mais quand même, il est tout-puissant ». C'est en reposant sur cette croyance qu'il y a une fabrique de servilité qui rend ce pouvoir réel. Parce qu'en fait, le pouvoir est fondamentalement une dépendance de l'autre. Il n'y a pas de pouvoir qui ne peut s'asseoir sans asservissement de l'autre. Donc effectivement, il y a toujours une dimension de mystification dans le pouvoir. Toujours une dimension de mystification qui vient frapper sur quoi? Sur ce rapport à la toute-puissance et l'illusion de toute-puissance. Qu'est-ce que fait un des ressorts de la servitude volontaire? C'est pas qu'on est coupé justement de ce rapport à l'illusion de la toute-puissance, non, c'est qu'on le vire au compte de l'autre. Ce qui fait un des ferments de la propension à la servitude volontaire inconsciente, c'est qu'on vire la toute-puissance au compte de l'autre. Par exemple, je vous donne un exemple, très souvent il y a des rapports de pouvoir qui se perpétuent, fondés sur l'imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on majore fantasmatiquement le pouvoir de l'autre, le pouvoir que l'autre a sur nous. Il est complètement majoré fantasmatiquement. Je veux dire, Suzanne, elle aurait très bien pu, elle dit, mais j'ai envie d'aller à New York, viens, on va à New York. Vas-y toute seule, cocotte. Pourquoi tu ne vas pas toute seule à un moment donné? Qu'est-ce qui fait ce rapport de dépendance absolument incroyable qui n'a rien de réel? Il ne va pas lui interdire de partir toute seule, ça je ne pense pas. Parce qu'il est toujours quand même dans des effets de mise en scène voilà, qui sont très opérants d'ailleurs. D'autres questions? Je pense qu'il y aurait un truc à explorer plus, c'est ce qu'on gagne des rapports de servitude. C'est que Suzanne, elle, en retire comme gain de cette relation, c'est que Bernstein retire comme gain. Pourquoi est-ce que... Quel est les gains? Je pense que Bernstein, on gagne beaucoup plus que Suzanne. Moi aussi. Tu vois, je veux dire, ce que je disais, Bernstein, il est dans une servilité joyeuse. Je crois qu'il a besoin de croire à un grand homme, ça le rend joyeux et bien. Elle c'est une mauvaise rencontre. C'est une rencontre accidentelle, mais c'est une mauvaise rencontre. Il aurait mieux valu qu'elle n'ait pas une rage dedans, qu'elle ne soit pas obligée de sortir à la pharmacie. Vraiment, parce que c'est absolument dévastateur pour elle, cette rencontre. Mais il y a une main elle termine à essayer de noyer son chagrin dans l'alcool, sans s'y parvenir, évidemment. Même en s'arrachant, lui, elle termine totalement détruite. Il l'a vraiment désubjectivé. Et ce processus de désubjectivation continue à opérer, même lorsqu'elle a fini par réussir à partir. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez terrible, je trouve. Et de très juste, je pense. De très très juste. Parce que, je veux dire, en fait, il a croisé cette jeune femme qui est toute jeune, qui a 22 ans, c'est ça, qui ne s'est pas encore réalisée. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas rencontré, elle aurait pu se réaliser un petit peu, j'en sais rien. Enfin, elle aurait pu se réaliser un petit peu. En le rencontrant, là, le processus de désubjectivation opère jusqu'au bout. Il a quand même quelque part volé sa vie, je pense. Ouais. Oui. À un moment donné, elle le dit d'ailleurs, qu'il a acheté. Oui. Absolument. En fait, l'acheter comme une chose, quoi. Oui, c'est ça, complètement. À un moment donné, elle Complètement. Il collecte des objets, c'est ça. Mais du coup, des personnages. Finalement, allez-y. Non, mais c'est bien. Il y a des personnages du coup qui, quand finalement. On l'entend, des personnages qui, quand finalement ils s'arrachent à ces modalités de pouvoir, de domination de l'un sur l'autre, sont détruits. Il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reconstruction possible, parce que la première femme, si je ne m'abuse, elle meurt en voiture avec son fils, donc elle disparaît. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de possibilité de continuer. Et la deuxième femme, donc, on la retrouve alcoolique dans son bar où elle a l'air d'être particulièrement épanouie non plus. Et d'ailleurs, sur cette scène qu'on voit encore, le personnage, on se demande comment ce critique va pouvoir continuer à se construire. Il a l'air d'aller mal depuis qu'il s'oppose et qu'il se sépare de ce personnage.
Alors, c'est là où le film, encore une fois, est avant tout un portrait du pouvoir subjectivé. Ça n'est pas un film sur l'émancipation des rapports de pouvoir, et l'émancipation des rapports de pouvoir, c'est pas une mince affaire. Voilà. Donc, dans le séminaire, à un moment donné, on va avancer progressivement vers ça. Progressivement vers ça, mais ça sera un autre sujet. Après, moi je pense que Leland, il est séduit, c'est un camarade de chambrée, il n'est jamais vraiment pris par le rapport de pouvoir. Il n'est jamais désubjectivé. C'est le seul qui n'est pas pris par le rapport de pouvoir. Qui n'est jamais... Il est pris dans un rapport de séduction, mais il ne sera jamais pris dans le rapport de pouvoir, il n'est jamais désubjectivé, c'est le seul qui dit ce qu'il a à dire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de... Toujours dans ce plan-là qui est absolument génial, même s'il est piqué, Kane lui dit « J'espère qu'il y aura toujours quelqu'un », ça c'est un truc hyper important, « J'espère qu'il y aura toujours quelqu'un pour me dire quand je dis faux », et en fait le seul qui lui ait jamais dit quand il disait faux, c'est Leland, mais il y a rupture avec Leland, et ça c'est une dimension extrêmement fréquente du glissement du pouvoir, c'est-à-dire même dans des petites institutions, en fait, parce qu'on majore aussi fantasmatiquement le pouvoir de l'autre, on n'ose pas lui dire. On a peur de sa place, on n'ose pas lui dire, et lorsqu'on est dans ces places-là, la toute-puissance ne demande qu'à s'étendre. Naturellement, la toute-puissance, si elle n'est pas limitée par l'environnement, elle tend à s'étendre. Vous encensez un enfant, un petit enfant, vous le narcissisez, il va aller vers la toute-puissance, mais allons-y, y a là, vraiment, sans aucun problème. C'est pareil chez les êtres humains. Je veux dire, l'amour, ça suppose à un moment donné de mettre des limites à l'autre et de lui mettre des limites à l'expansion de sa toute-puissance, par exemple. C'est, je veux dire, un des moyens de faire en sorte que le rapport de pouvoir ne s'étende pas, c'est de passer par le rapport de force. Alors, voilà, là il faut différencier aussi la force du pouvoir, la puissance de l'autorité, etc. Mais justement, Leland, il soutient le rapport de force. Là, il y a quelque chose de tragique, c'est que précisément, il espère qu'il y aura quelqu'un pour lui dire quand il a tort, mais en fait, il n'y aura plus jamais personne. Il n'y aura plus jamais personne. Il y a une dernière concession qui est faite entre eux, c'est Kane qui va écrire et soutenir l'idée de Leland, qui n'est pas son idée à lui. L'idée quoi? Je n'ai pas entendu. L'idée de Leland, que le spectacle, que la chanteuse est trop valorisée, qu'elle n'a pas un talent immense et tout ça. Et donc on a l'impression que c'est presque un hommage qui lui fait en continuant l'article, en gardant l'idée de Leland, alors qu'en général, il est plutôt... Pour moi, c'est une pure réaction d'orgueil. C'est-à-dire qu'en même temps, il le vire. C'est une pure... je veux dire, il termine et il le vire. C'est une pure... Il prend la main. C'est lui qui prend la main. On va pas... Parce que c'est comme le disait Pablo, c'est nous, c'est lui. C'est la continuité de lui-même, Suzanne. Suzanne, c'est pas Suzanne, c'est la continuité de lui-même. C'est son pantin. C'est la projection, voilà, prolongation de son moi, c'est son pantin. C'est pas quelqu'un d'autre qui va me critiquer, c'est moi-même qui vais me critiquer, et en même temps je te vire. C'est qu'une réaction d'orgueil. Et tous les trucs dont parlait Dominique tout à l'heure, je pense que je ne suis pas tout à fait... Ce ne sont que des réactions d'orgueil, à chaque fois. C'est dommage qu'elles ne soient pas restées. Voilà, ouais, c'est dommage qu'elles ne soient pas restées. Voilà. Oui. Et en même temps, dans la même scène, disons, le fait du tragique, ça réside aussi dans le fait que ce que moi j'ai ressenti, que Kane, il n'est vraiment pas capable de concevoir les rapports autrement. Oui. Vraiment, il n'arrive pas à les voir autrement. Chacun est comme ça, mais il n'arrive pas à concevoir qu'il y aurait d'autres possibilités de vivre les rapports. Il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. C'est là où je dis que ce sont des enjeux inconscients, parce qu'il essaye, alors après, il essaye d'avoir d'autres valeurs, en même temps, il a toutes les valeurs et aucune. Bon. Je veux dire, il y a quand même la dimension de l'opportunisme, voilà, on le voit quand même au départ avec Hitler, enfin bon, bref. Voilà, alors on peut supposer, enfin bon, bref, on ne va même pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est très glissant. Mais effectivement, c'est ça, je suis absolument, c'est là où on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'invisible des enjeux inconscients, c'est quelque chose qui est plus fort que lui, et ça vient souligner quelque chose de tout à fait important à mes yeux, c'est de considérer que voilà, les rapports de pouvoir, peut-être en chacun de nous, et souvent, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans cette propension au rapport de pouvoir, alors que précisément, ils affichent des valeurs totalement opposées à ça, absolument opposées à ça. Et il me semble qu'en fait, le préalable fondamental pour essayer de ne pas être trop pris dans ces rapports de pouvoir-là, c'est justement de prendre acte du fait que on est tous susceptibles d'en être porteurs,
Et on est tous susceptibles d'en être porteurs aussi, parfois. Par des mouvements inconscients. On s'arrête là-dessus. C'était une belle séance. Donc poursuivons, venez, j'espère qu'on va poursuivre cette logique du séminaire. Et merci beaucoup pour vos questions. C'est très, voilà, ça enrichit, ça précise, ça permet d'affiner. Merci.